Bon, alors je vais reprendre, si vous me permettez, dans les très grandes lignes. Non, malheureusement, Charles Hamel n'est pas là cette semaine, alors c'est moi qui vais lancer la vigile d'aujourd'hui. C'est la 24e vigile, ce qui veut dire que dans 2 semaines, on aura fait 6 mois d'occupation ponctuelle mais régulière du territoire. D'une petite parcelle du territoire, mais quand même, d'une parcelle, elle est là. 14 heures tous les samedis. Charles Hamel m'a appelé ce matin en disant que bon, il était brûlé par sa semaine. Là. Il s'occupe de sa mère, tout ça. Il m'a demandé qu'on parle un peu des états généraux cette semaine, que le NMS et Pauline Marois veulent tenter de monter. Et aussi de parler, de discuter un peu sur comment on change la proclamation et finalement le mot d'ordre de la vigile et le sens de la vigile. Alors, j'ai enchaîné en disant que aujourd'hui on est le 10 septembre, on est à mi-chemin, on est à même distance entre 2 dates qui sont le 13 septembre et le 8 septembre. Le 13 septembre, c'est la date de la défaite des plaines d'Abraham. Et le 8, c'est la date de la reddition de Montréal aux forces anglaises qui a eu lieu 1 an après. Alors, comme il y a 2 ans, c'était le moulin à parole, je voulais commencer en faisant une ou quelques lectures de texte. Là, ça dépend si beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire ou si il faut remplir l'heure. Alors, je vais quand même commencer par vous lire la fin du journal de Montcalm, qui a été rempli par une main anonyme. Ceci juste pour se remettre dedans et se rappeler aussi tout la parole, qui a quand même été un bon moment dans notre histoire récente. Alors, la fin du journal de Montcalm. Au jour, tout parut tranquille sur notre front, et l'on fit rentrer les troupes. En rentrant dans la cour de la Canardière, arriva un Canadien au poste de M. de Vergor, à qui on avait bien mal à propos confié celui de l'Anse au Foulon. Ce Canadien nous conta avec toutes les marques de la peur la plus décidée qu'il avait seul échappé et que l'ennemi était sur la hauteur. Nous connaissions si bien les difficultés de pénétrer par ce point, pour peu qu'il fût défendu, qu'on ne crut pas un mot du récit d'un homme à qui nous crûmes que la peur avait tourné la tête. J'allais me reposer chez moi en priant M. Dumas d'envoyer au quartier général pour avoir des nouvelles et me faire avertir s'il y avait quelque chose à faire. On entendait toujours quelques coups de fusil, de loin en loin. Je vis alors défiler des piquets qui se portaient sur la hauteur de Québec et en même temps un grand nombre de berges en panne à la pointe de l'île d'Orléans. Je montai à cheval, fis charger quelques voitures de munitions et suivis les troupes que M. le major général faisait défiler, en disant que le régiment de Guyenne seul comptait l'ennemi. Je courus et montai sur la hauteur sans suivre de chemin que celui que le sifflement des balles nous indiquait. Nous joignîmes M. le marquis de Montcalm, qui rangeait ses troupes en bataille à mesure qu'elles arrivaient. Les ennemis étaient déjà formés et se retranchaient. Il paraissait être au moins 4000 hommes, divisés en 3 corps. J'y fus à peine arrivé qu'ils établirent une pièce de gros canon. Toutes nos troupes étaient alors arrivées. Je m'arrêtai un moment avec M. le marquis de Montcalm qui me dit « Nous ne pouvons éviter le combat. L'ennemi se retranche. Si nous lui donnons le temps de s'établir, nous ne pourrons jamais l'attaquer avec le peu de troupes que nous avons. » Il ajouta, avec une espèce de saisissement, « Est-il possible que Bougainville n'entende pas cela? » Il me quitta sans me donner le temps de lui répondre autre chose, sinon que nous étions bien petits. Nous eûmes plusieurs officiers blessés sur le terrain, où les troupes étaient en bataille. Les balles y pleuvaient, et ce petit corps d'armée était couvert en entier de mitraille, lorsque portait le canon ennemi. Le premier rang, français et canadien, avait mis un genou à terre et se coucha après la décharge. L'ennemi riposta par un feu de peloton très vif. À l'instant, nos troupes firent demi-tour à droite et s'enfuirent à toutes jambes. Jamais il ne fut possible de rallier nos troupes, qui ne furent heureusement poursuivies que par un détachement de volontaires. Heureux dans cette cruelle disgrâce qu'ils ne profitassent point de tous leurs avantages. Le désordre était si grand qu'ils auraient pu entrer dans la ville, pêle-mêle avec les fuyards, et nous couper le chemin du camp. L'on s'arrêta enfin sous les murailles de la place, où la peur avait fait entrer plus de 800 hommes de tous les corps. Je vis alors arriver M. le marquis de Montcalm, à cheval, soutenu par 3 soldats. L'ennemi, possesseur de la hauteur de Québec, était content de cette position qu'il avait si longtemps désirée et qui nous forçait d'abandonner notre camp, n'ayant plus de communication avec nos subsistances. Aussi, ne songeait-il pas à nous poursuivre. Les divisions et équipages se mêlèrent avec tant de confusion que 50 hommes auraient détruit tout le reste de notre armée.
Le soldat français ne connaît plus de discipline, et au lieu d'avoir formé le Canadien, il en a pris tous les défauts. La plus grande partie des Canadiens de Québec profita du désordre et regagna ses foyers, peu inquiète du maître auquel il appartiendrait désormais. Je n'ai plus que des malheurs à écrire. 20 fois j'ai pris la plume, et 20 fois la douleur l'a fait tomber de mes mains. Comment me rappeler une suite d'événements aussi assommants? Nous étions sauvés, et nous sommes perdus. Ceci, c'était la défaite du 13 septembre. Il y en a eu une autre le 8 septembre 1760, qui est peu célébrée. Et si vous le permettez, c'est le micro libre, je vais vous lire aussi. Quelque chose qui concerne ça. Ça devient coupable. Qui est moins un témoignage qu'une espèce de rapport historique. Le 7 septembre 1760, le général Amherst, à la tête d'une armée de 15 000 hommes, avait quitté l'île Perrot le 6 septembre au matin. À 11 heures, l'armée anglaise était à la Chine et un peu plus tard, elle campait à quelques milles de Montréal. Pendant la nuit, disons-nous dans le journal des campagnes du Chevalier de Lévis, il fut tenu une assemblée chez M. de Vaudreuil, composée des principaux officiers des armées de terre et de la marine. M. Bigot, intendant, lut un mémoire sur la capitulation de la colonie et l'état actuel de ses affaires et un projet de capitulation. On n'avait que 2400 hommes sous les armes, dont 500 sur l'île Sainte-Hélène. Les vivres et les munitions faisaient défaut, et les fortifications de Montréal étaient tout au plus à l'abri d'un coup de main. En conséquence, le sieur de Bougainville fut envoyé pour proposer une suspension d'armes pour un mois. Naturellement, cette proposition fut refusée, et on n'accorda que 6 heures pour prendre une décision. Bougainville, revenu au quartier français pour y faire connaître la réponse des Anglais, fut renvoyé à 10 heures avec le projet de capitulation. Le 7 au matin, l'armée de Murray, forte de 4000 hommes, s'était mise en mouvement et attaquait la longue pointe vers les 10 heures. Apprenant qu'on était en pourparlers pour capituler, Murray fit faire halte, puis le soir s'avança jusqu'au faubourg de Montréal. L'armée du lac Champlain, composée de 9000 à 10 000 hommes, sous les ordres de Haviland, pouvait se joindre en quelques heures aux deux premières et faire tonner plus de 150 bouches à feu. La situation était désespérée, et Amherst le savait. Aussi, quand Bougainville présentait un projet de capitulation, comprenant 55 articles, le général Amherst minuta à la page ce qu'il voulait accorder à chaque article. Il accorda presque tout, excepté les honneurs demandés pour les troupes, voulant qu'elles missent bas les armes, et qu'elles ne servissent pas de la présente guerre. Ce qui veut dire qu'elle arrête et qu'elle abandonne le conflit au complet puis qu'elle rentre chez elle. Cet article parut trop humiliant pour s'y soumettre. On renvoya dans la nuit M. de la Pose pour lui proposer de mettre seulement au Canada ou en Amérique en entreligne. Mais il ne voulut rien changer. Le général anglais se montra également inflexible envers les troupes qui étaient en campagne. Les sauvages et les Acadiens ne furent pas plus favorisés que les soldats. Amherst se montra impitoyable à leur égard. Le 8 septembre. Dans la nuit du 6 au 7 septembre 1760, Bigot et les principaux officiers de l'armée de Lévis s'étaient réunis chez le marquis de Vaudreuil à Montréal pour prendre une décision définitive à propos de la reddition de la place. Amherst pouvait disposer de 30 000 soldats, tandis que Lévis n'avait que 3 000 hommes à lui opposer, soit 1 contre 10. De plus, les provisions, si bien que les munitions étaient rares, et les fortifications de Montréal en ruine. Il n'y avait qu'à se rendre. Le premier article de la capitulation préparée par Bigot et envoyé à Amherst était ainsi conçu. 24 heures après la signature, le général anglais fera prendre par les troupes de Sa Majesté britannique possession des portes de la ville de Montréal et la garnison anglaise ne pourra y entrer qu'après l'évacuation des troupes françaises. Amherst écrivait en marge de cet article « Toute la garnison de Montréal doit mettre bas les armes et ne servira point pendant la présente guerre. » Lévis protesta, mais Amherst demeura inflexible. L'héroïque général envoya un mémoire à Vaudreuil où il disait « Nous demandons à M. de Vaudreuil la liberté de nous retirer avec les troupes dans l'île Sainte-Hélène pour y soutenir en notre nom l'honneur des armes du roi, résolu à nous exposer à toutes sortes d'extrémités plutôt que de subir des conditions qui nous paraissent contraires. » Dans l'intérêt de la colonie, Vaudreuil répondit « J'ordonne à M. le Chevalier de Lévis de se conformer à la présente capitulation et de faire mettre bas les armes aux troupes. » Lévis donna l'ordre aussitôt aux différents régiments de brûler leurs drapeaux. Et il consigne lui-même le fait dans son journal, à la date du 8 septembre 1760. Monsieur le Chevalier de Lévis, voyant avec douleur que rien ne pouvait changer la détermination de Monsieur le Marquis de Vaudreuil, voulant épargner aux troupes une partie de l'humiliation qu'elles allaient subir, leur ordonna de brûler les drapeaux, pour se soumettre à la dure condition de les remettre aux ennemis,
Comme il se trouvait à la date du 8 septembre 1760 environ 500 hommes sur l'île Sainte-Hélène, cela suffit pour affirmer qu'un ou plusieurs drapeaux furent brûlés sur l'île Sainte-Hélène et il serait à propos d'en perpétuer le souvenir par une inscription ou un monument. Ce texte et ce livre date de 1930. J'ai jamais entendu dire qu'on avait mentionné ce fait historique. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Ben oui, Lévis a brûlé les drapeaux sur l'île Sainte-Hélène. Est-ce que c'est commémoré d'une manière ou d'une autre? Ah, il y a des plaques. Il y a des plaques, ok. Bon, ben, tant mieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des choses à lire ou à dire? Ben, à dire ou à lire. Là. Oui. Bon, moi, je dirais que mon ami Thierry, il nous lit des textes démoralisants. Les vigiles, c'est pas pour ça. Mais en tout cas, moi, j'ai d'autres choses de plus motivant à vous raconter. Hier soir, j'ai assisté à une activité au Théâtre Plaza sur la rue Saint-Hubert. Il y avait mon ami Julien qui était là, il y avait Lise qui était là, peut-être d'autres personnes. Thierry était là. Et toi, tu étais là. Monsieur, non? OK, bon. Donc, il y avait beaucoup de personnes. C'était la remise du prix Pierre Bourgault au groupe Loco Locasse. Et on sait que Sébastien Ricard, excusez-moi, Sébastien, c'est lui qui a lancé les vigiles ici de mars 2011. Alors, Sébastien Ricard a reçu un prix hier avec Biz et Kaplan. Shafik. Okay. Et puis le prix, c'est le prix Pierre Bourgault pour l'excellent travail pour la promotion du français au Québec. Et il y avait des orateurs intéressants. Il y avait M. Landry, il y avait M. Curzi, M. Haussan. Et ce que j'ai retenu du discours de M. Curzi, beaucoup de jeunes avec beaucoup de talent. Ah, ben oui, il y avait des jeunes qui ont fait du rap, de toutes sortes de la poésie, toute une flopée de jeunes super bons, hein, qui ont beaucoup impressionné même le groupe Loco Locasse. Donc, du discours de M. Curzi, j'ai retenu deux points importants. L'urgence de réagir sur la question de l'immigration et l'urgence de réagir sur la question du pillage de nos richesses naturelles. Il y a vraiment une urgence. M. Landry a aussi renchéri sur le même thème de l'urgence en disant « C'est inacceptable que 55 000 immigrants entrent au Québec à chaque année, alors qu'on sait que le dernier référendum a été perdu par moins de voix que ça. Okay? Et il rentre 55 000 immigrants par année. » Et M. Landry a décrit la cérémonie de prestation du serment pour obtenir la citoyenneté canadienne parce que sa nièce, si je me rappelle bien, sa nièce a prêté serment pour avoir la citoyenneté canadienne tout récemment. M. Landry était présent. Il nous a décrit la scène, plein de drapeaux rouges et blancs. Évidemment, à un moment donné, le président de la cérémonie qui ordonne à tout le monde de lever la main droite. Please raise your right hand and swear. Et les gens doivent prêter serment d'allégeance à la reine d'Angleterre et aux valeurs du Canada. Il a dit c'est difficile de vendre une carte du Parti québécois aux gens qui sortent de cette cérémonie-là. Vous comprenez? Mais sa nièce, en fait, cette jeune fille-là qui prêtait serment, c'était l'épouse d'un neveu de M. Landry. Donc, cette personne-là, probablement qu'on peut la compter de notre bord, mais c'est de notoriété publique que les immigrants qui viennent au Québec se rangent du côté des fédéralistes, évidemment, à l'exception de notre ami ici, Pablo. Il y a 6. Hein? 6, toute la famille. OK. Herrera qui est ici, avec son drapeau. Alors, mais M. Landry, M. Curzi et même un peu M. Haussan ont tous insisté sur l'urgence de la situation. Okay? Alors, l'urgence de la situation qui met en danger le français à Montréal.
il faut absolument que nous réagissions. Ce matin, il y avait un autre événement auquel j'ai assisté. OK, excusez-moi. Il y a un autre événement auquel j'ai assisté. C'était le 101e anniversaire du Congrès eucharistique de Montréal. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste, section Ludger-Duvernay, a organisé à l'église Notre-Dame, pas très loin d'ici, à 2 pâtés de maison, la lecture de certains discours qui ont été prononcés à cet événement-là il y a 101 ans, et entre autres le célèbre discours de Henri Bourassa qui nous expliquait d'abord qu'Henri Bourassa, dans cet événement-là, c'est qu'Henri Bourassa a réagi au discours d'un évêque britannique, Burns, pas Burns, Bourne, Francis Bourne, qui est venu dire ici à Montréal que dorénavant, l'Église catholique devrait fonctionner en anglais. Alors Henri Bourassa a répondu de façon assez radicale, mais dans son discours, le discours d'Henri Bourassa, prononcé il y a 101 ans, déjà, il expliquait à quel point le français était menacé au Canada et aux États-Unis. Il y avait des grands contingents de Québécois qui étaient déjà rendus aux États-Unis, d'autres qui étaient rendus dans les provinces de l'Ouest et qui étaient en grand danger d'assimilation. Et déjà, donc, il y a 101 ans, on soulignait le danger d'assimilation. Maintenant, ça s'est avéré. Donc, les Canadiens français qui vivent dans le reste du Canada sont pratiquement tous assimilés. Je ne donnerai pas de chiffres, là, mais M. Landry a donné tous les chiffres. Et puis, aux États-Unis, on oublie ça. Donc, ces personnages-là, qui sont quand même des personnages qui sont très informés, comme M. Landry, M. Curzi, M. Hossan, nous ont sensibilisés à l'urgence. Maintenant, je voudrais faire le lien avec les vigiles. On vient ici depuis 6 mois, bientôt, puis on parle. Ça me fait penser à Jeannette Bertrand. Là. Parle, jase. Et c'est clair que il y en a qui aiment ça, s'écouter parler, mais moi, je suis plus un gars d'action. Je sais que des fois, il faut parler, mais je suis un gars d'action. Depuis ma tendre enfance, je suis un gars d'action. J'ai eu quelques idées. Je vais en discuter avec différents dirigeants, par exemple, du RRQ. J'ai pensé que peut-être les vigiles du samedi connaîtraient une plus grande assistance si on invitait les gens, après la vigile, à aller faire des actions. Par exemple, de l'affichage. On sait que il y a environ 2 ans, il y a eu un jugement rendu par la Cour suprême du Canada, thanks God, qui a déclaré que l'affichage sur le mobilier urbain au Canada était légal tant que les villes n'offrent pas d'espace pour que les citoyens puissent coller leurs affiches. Et à Montréal, c'est le cas, et dans toutes les villes du Québec, les villes ne fournissent pas de panneaux pour coller nos affiches, donc les citoyens ont le droit de coller des affiches pour faire de la publicité, de la propagande, employons le mot, de façon à faire connaître leur orientation politique et même pour déclarer qu'ils ont perdu leur chat ou leur chien. Donc, le droit d'afficher, c'est un droit qui est reconnu. Alors, peut-être que les vigiles pourraient servir tous les samedis de point de ralliement pour les gens qui ont une certaine envie, une certaine rage d'aller exprimer leur opinion politique sur les poteaux, les lampadaires de la ville de Montréal, et que vers 3h30, on pourrait partir. Et j'ai beaucoup d'expérience au niveau de l'affichage pour en avoir fait quand j'étais un militant d'un groupe d'extrême gauche, et pour en avoir fait en 2010 dans le comté de Kamouraska, ce qui a fait perdre l'élection aux libéraux par 190 votes.
et pour en avoir fait aussi à Montréal, dans les alentours des stations de métro, ce qui a eu un retentissement énorme jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que coller des affiches, c'est important parce que d'une certaine façon, ça sert beaucoup d'objectifs. Premièrement, ça montre que ça existe. Il y a une organisation qui existe. Il y a des gens qui existent, qui veulent s'exprimer. Deuxièmement, c'est comme marquer son territoire. On sait que les gangs de rue font du tagage un peu partout, des graffitis. Évidemment, on n'encourage pas les graffitis sur les édifices privés et publics, mais c'est une pratique des gangs de rue de taguer pour délimiter leur territoire. Bien, l'affichage, c'est un peu la même chose. Si on couvre le plateau Mont-Royal d'affiches, par exemple, du RRQ, c'est clair que le RRQ il est présent sur le plateau Mont-Royal, puis il exprime sa présence et son influence. Même chose dans Hochelaga-Maisonneuve, même chose dans Saint-Henri, Ville-la-Salle, Verdun. Le RRQ existe dans tous ces coins-là. On ne le voit pas. Ce serait facile d'organiser à partir des vigiles, des équipes. C'est très simple de faire de l'affichage. On connaît des endroits où vous pouvez faire imprimer des affiches pour des coûts pratiquement ridicules. Entre autres, je vous en signale un près d'ici. C'est le mouvement, le mouvement souverainiste là, des étudiants de l'Université du Québec. Je n'ai pas le nom exact, mais juste ici, là, au coin de Sainte-Catherine et Saint-Denis, les étudiants ont des machines à imprimer extra performantes et font des tarifs incroyables pour des affiches. Donc, vous dessinez une affiche avec un outil aussi simple que Word. Vous arrivez avec une clé USB ou un fichier sur disquette ou quoi que ce soit. Et on peut vous imprimer des affiches noir et blanc ou couleur pour un coût imbattable. Il n'y a pas un magasin en ville qui peut accoter ça. Ensuite, pour coller les affiches, on peut utiliser différentes sortes de colle. De la colle à tapisserie, c'est classique. On se promène avec un seau, puis un gros pinceau, puis on y va gaiement. Ou bien, dans d'autres circonstances, si on ne veut pas se salir, on peut y aller avec de la colle dans des bonbonnes aérosols. C'est très rapide. Je vois plusieurs personnes ici, alentour de moi, qui l'ont déjà fait. C'est pas juste ça. C'est agréable. C'est amusant. C'est libérateur de les coller des affiches. Quand vous revenez, après avoir collé 200 affiches, vous êtes je dirais pas transfiguré, mais vous avez grandi d'un pouce. Parce que vous sentez que vous avez posé un geste. Vous êtes sorti de l'inertie de la parole, vous êtes passé à l'acte. Le passage à l'acte. C'est très important, le passage à l'acte. Okay? Il n'arrivera rien au Québec tant que les Québécois ne passeront pas à l'acte. C'est beau les forums, c'est beau vigile.org, .net, et Facebook et tout, mais il n'y a rien qui peut battre le passage à l'acte. Okay? Bon, je vous donne un autre exemple. Ça, je vous ai parlé de l'affichage. Un autre exemple d'action qui pourrait être entreprise à partir d'ici, tous les samedis, 3h30, on pourrait dire, dans le cadre de la lutte pour la défense du français à Montréal. Vous entrez dans un magasin et puis là, on vient vous servir en anglais. OK? Alors là, évidemment, vous êtes insulté. Vous ne voulez pas nécessairement créer un incident. Alors, soit que vous passez à l'anglais ou vous sortez du magasin parce que vous ne pouvez pas être servi en français. Mais il n'y a rien qui change dans ce commerce-là. Ça ne change rien dans ce commerce-là. Vous avez perdu quelques dollars qu'ils vont récupérer avec d'autres clients. Alors, je voudrais suggérer des actions qui peuvent être entreprises pour imposer l'usage du français dans les commerces qui ne vous respectent pas. Et je dis imposer. Bon. Je vous donne comme exemple, il y a eu un article qui a été publié dans le Journal Le Devoir cette semaine. Je ne me souviens pas du nom de l'auteur, c'est une lettre à la rédaction
L'article a été repris sur vigile.net. Et on raconte que sur le plateau Mont-Royal, au coin de la rue Cartier et la rue Gauthier. C'est Christian Rio. Christian Rio, hein, voilà. Au coin de Gauthier et Cartier, il y a un dépanneur que je connais très bien parce que j'ai habité au coin de Gauthier et des Érables, les 3 coins de rue de là. Je connais très bien. Vous entrez dans ce dépanneur-là et vous allez, par exemple, voir les journaux. Voilà, le premier journal en haut, c'est le National Post. Le deuxième, c'est le Toronto Star ou le Toronto Sun, je ne sais pas quoi. Il faut vous plier en 4 en bas pour trouver le Devoir, le Journal de Montréal et même la presse. Bon. Alors, le message est clair, là, OK? Le kiosque à journaux est contrôlé par un fédéraliste, un anglophone. Bon. C'est le propriétaire du commerce. Vous vous adressez aux employés, on vous répond en anglais. Je ne m'avancerai pas sur l'origine ethnique du propriétaire actuel, mais quand j'étais dans ce coin-là, le dépanneur n'appartenait pas à un Québécois de souche. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, comment on peut faire changer d'attitude un propriétaire de commerce comme ça? Bon. Sans... pas entrer dans des choses illégales, là, parce qu'au niveau des actes illégaux qui pourraient être accomplis, il y en a une infinité. Mais j'ai une expérience de vie qui est, je pense, intéressante. J'ai travaillé 18 ans pour la compagnie Provigo. Il y a souvent eu des conflits de travail chez Provigo. Il y avait des syndicats qui tombaient en grève à l'entrepôt, des fois c'était dans les magasins corporatifs, parfois c'était dans des magasins affiliés. Et c'était jamais tout le Québec en même temps, parce que la façon que l'administration gère la compagnie, il n'y a pas une convention collective pour tous les entrepôts, ni une convention collective pour tous les magasins. Donc, c'était toujours un secteur ou l'autre qui tombait en grève et la compagnie continuait de fonctionner. Donc, les grévistes, les ouvriers, les travailleurs de chez Provigo, souvent utilisaient certaines tactiques du genre aller dans un supermarché en groupe de 20, 25, 50 et chacun emplissait un gros panier bien plein et se présentait à la caisse et rendu là, changeait d'idée. Ils avaient oublié leur argent, quoi que ce soit. Donc, le panier restait là. Et les employés qui, souvent, dans ce magasin-là, n'étaient même pas des travailleurs, mais des cadres qui remplaçaient, étaient pris avec la tâche de remettre en tablette toute la marchandise qu'on peut trouver dans 25 paniers bien pleins. Et c'est des tactiques qui ont été utilisées et il y a d'autres employés, peut-être plus malhabiles, qui, en se promenant dans les allées, par accident, parfois avec leur boucle de ceinture, ou on ne sait pas comment, se trouvaient à couper un sac de farine ou un sac de sucre. Mais c'était une maladresse. Et d'autres qui, voyant un produit, par exemple, du jus d'orange, dans un contenant avec un bouchon, mais qui était affiché du mauvais côté, donc on ne pouvait pas savoir si c'était du jus de pamplemousse, parce que c'était écrit grapefruit, on ne sait pas c'est quoi des grapefruits, les fruits du raisin. Mais, donc les gens ouvraient le contenant pour y goûter, mais là, il échappait par terre. Donc, du jus de pamplemousse, de la farine, du sucre, un pot de moutarde échappé dans l'allée. C'est une maladresse. Il n'y a jamais personne qui est en prison pour avoir échappé un pot de moutarde dans un magasin. C'est impossible. Okay? C'est impossible. Une maladresse. Okay? Donc, c'est des actions qui peuvent être organisées systématiquement. Je vais utiliser le mot pour harceler un commerçant qui nous harcèle en n'utilisant pas notre langue. Okay? Donc, c'est une mesure de rétorsion et le commerçant doit adopter une position, doit réagir devant ce fait-là. Qu'est-ce qu'il doit? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est sur le plateau Mont-Royal, au coin de Cartier-Gauthier. Il y a peut-être intérêt à engager un commis du quartier qui parle français. C'est pas compliqué la solution, tu sais. Ou bien lui, il peut peut-être prendre quelques cours, être capable de dire 5, 10, 15, 1, 2 en français, tu sais, au lieu de s'exprimer en chinois ou en anglais.
Et apprendre à dire bonjour, puis apprendre à dire merci et bienvenue, et vous reviendrez. Donc, il y a plusieurs options, le commerçant. S'il veut garder sa clientèle, les solutions sont assez faciles, assez évidentes. Ça, c'est un genre de commerce, là, je parle de l'alimentation parce qu'il était question de dépanneur. Mais vous pouvez imaginer un magasin sur la rue Sainte-Catherine-Ouest qui vend des chaussures. Si 25 personnes se présentent en même temps, qui se mettent à essayer des chaussures, puis qu'il n'y en a aucune qui leur plaise, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Le client demande d'être servi en français, il n'aime pas cette paire de chaussures-là, il en demande une autre. Et bon, à la fin de la journée, vous pouvez imaginer que le magasin va être plein de boîtes de chaussures ouvertes et que les commis vont être épuisés de ne pas parler français. Donc, c'est un autre exemple. Si vous allez dans un magasin de vêtements, vous pouvez décider d'essayer 152 chandails ce jour-là. Il faudra qu'ils les replient. Hein? Il y a des demoiselles ici, des dames pourront aller dans les cabines d'essayage avec 72 robes. Et les employés devront les replacer. Si cette action-là est faite par 20 belles dames, les commis vont être enchantés. Oui. Bon, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est que on laisse le message que si on avait été servi en français, bien, on aurait trouvé la marchandise de meilleur goût, on aurait peut-être acheté des souliers. Il y a un exemple qui se passe sur le plateau Mont-Royal d'un magasin qui est boycotté, mais c'est un magasin qui appartient apparemment à des Québécois, mais le monsieur vend des chaussures d'origine israélienne et ceux qui appuient le droit du peuple palestinien à l'autodétermination font du piquetage en avant. Ça fait des mois qu'ils font du piquetage, ils n'ont rien obtenu. Ils ont changé de Oui, ils ont changé d'endroit en plus. Il avait même réussi à provoquer une réaction. Il y avait des députés libéraux qui ont été manifestés en défense du commerçant. C'est clair que la ligne de piquetage devant le magasin, ça mène nulle part. Il faut oublier ça. Il faut entrer dans le magasin, perturber les opérations, empêcher le marchand de faire des profits. Alors, il me semble que des passages à l'acte comme ça pourraient être organisés à partir des vigiles. Ça n'empêche pas la tenue de la vigile, mais ça fait un motif supplémentaire pour s'y rendre et ça a l'attrait de l'action, l'attrait du passage à l'acte et l'attrait de sentir que quand on va se mettre au lit le soir, on va savoir que on va se coucher à la conscience plus tranquille parce qu'on va avoir posé des gestes, des actions. On va avoir fait le passage à l'acte. Alors, je vais discuter de ces différentes possibilités-là avec des gens bientôt, que ce soit du RIN ou du RRQ ou de mars 2011, les vigiles. Puis, moi, vraiment, je souhaite que ça arrive. Parce qu'on ne peut pas continuer à se laisser manger la laine sur le dos comme ça se fait maintenant à Montréal. Il n'y a pas un immigrant qui va venir à Montréal qui va vous respecter si vous ne réagissez pas quand il vous traite comme ça. M. Landry a raconté ce matin à l'église que dans un stationnement tout près d'ici, il a stationné son auto et le préposé au stationnement, il lui a parlé en anglais, alors M. Landry lui a parlé en français, le gars ne comprenait pas. M. Landry a dit au gars, You don't understand our national language? Le commis a répondu, I am a Canadian. Et il avait raison, il est venu ici, dans un pays bilingue et multiculturel, il était parfaitement en droit de ne pas offrir de service en français à M. Landry. M. Landry a quitté le stationnement, la queue dans les jambes, comme un chien battu. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Hein? Bon. C'est un stationnement. Il y a des clous qui traînent des fois. En tout cas, je n'entrerai pas là-dedans, mais c'est pas possible que le monde se laisse faire tout le temps. Réagissez. Réagissez. Organisez-vous. Faites des actions. Alors, je lance le débat.
Si quelqu'un veut réagir là-dessus ou renchérir ou a d'autres idées de formes de boycott de commerce, vous êtes les bienvenus. Quand je parle de boycott de commerce, M. Landry aussi a souligné que la moitié des abonnés du Journal de la Presse sont des indépendantistes. C'est quoi là? Arrêtez de nourrir la bête. Franchement, arrêtez. Abonnez-vous au devoir. Tu sais, d'avoir moins d'annonces en plus. Donc, il y a plein d'actions. Mais là, il faut arrêter de parler. Il faut passer à l'action. Ah, je vais passer le micro à d'autres, là, pour avoir des réactions, justement. Merci. Mon nom c'est Pablo et moi je ne suis pas d'accord avec mon collègue indépendantiste dans le fait que nous comme Québécois on doit réagir toute une communauté. Il faut arrêter que quelques personnes fassent le travail de toute une nation. Je suis d'accord avec la désobéissance civile contre les politiques qui ont le vrai pouvoir. En tout cas, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je pense que si une personne me parle en anglais, j'utilise mon pouvoir économique et je vais rester ailleurs. Je pense que c'est plus efficace, pour moi en tout cas. Et à partir de samedi prochain, je promets en tout cas faire un jeûne chaque samedi, puis ça c'est mon apport. Merci. Bonjour, moi c'est Jimmy Durand. Pour répondre au... Je vais le fort, excusez, Moi c'est Jimmy Durand. Et pour répondre au fait de faire des actions, je suis à moitié d'accord que la vigile devrait servir à ça. Mon premier point, c'est que je suis pas d'accord sur le fait que la parole donne rien, que la parole fait réagir, la parole fait penser et ça fait parler aussi. C'est en parlant qu'on va pouvoir informer le reste de la population qui vient pas au vigile, pour voir que eux, le mouvement indépendantiste, prennent l'ampleur comme ça. Donc la journée vigile, je crois que c'est important, mais il faut grossir un peu. Il faut pas que ça s'arrête là, il faut en discuter ailleurs que les vigiles. Pour ce qui est des actions de groupe, si tout le monde veut le faire, on est libre de le faire. Peu importe si c'est relié ou non à la vigile, il n'y a personne qui est retenu de faire une action ou non. On est libre de le faire totalement. C'est bien la seule chose qu'on est libre de faire. Puis pour les boycotts, comme Pablo disait, si quelqu'un a fait service en anglais et qu'on ne peut pas l'avoir en français, tu vas acheter ailleurs, même s'il faut que tu fasses un U-turn, que tu bloques des chars, ça n'a pas d'allure parce que c'est un stationnement, tu t'en vas ailleurs. Personnellement, je suis pas syndicaliste et j'adore la française, je pense que le monde ici le savent. Ça fait des années, je pense que depuis que j'ai 15 ans que je boycotte McDo, que je boycotte Walmart, je vous encourage à le faire. Parce que ces compagnies-là se syndicaliseront jamais. Il y en a qui n'ont pas d'intérêt à le faire, ils ont le profit et ils sont partout dans le monde. C'est la même chose pour les compagnies qui n'offrent pas de service en français. Si tout le monde décide de faire le boycott, ils pourront juste plus fonctionner, ils n'auront pas le choix de fermer ou de se conformer pour parler français minimalement dans le magasin. C'était la réponse que je voulais donner. Merci. Bon. Thierry Vincent. Moi, j'avais lu quelque part que le projet Manhattan pour faire la bombe atomique était... excusez, je donne des gros exemples. Les scientifiques ont été voir les généraux et ont dit bon, écoutez, le problème qu'on a, c'est c'est encore très théorique et on a à peu près 18 méthodes possibles pour se rendre à la bombe atomique. On ne sait pas laquelle est la bonne. Et les généraux ont dit écoutez, on veut la bombe à tout prix, on va faire toutes les méthodes de front. Et c'est pour ça que je suis pas contre les actions. Personnellement, je suis pas à l'aise avec ça et j'irai pas faire des actions parce que je suis quelqu'un de blablabla. Et mais je n'ai rien contre le fait que la vigile serve de point de ralliement et qu'il y ait des actions qui se passent là. Tout ce que je dirais à toute personne qui veut faire des actions, c'est de ne pas considérer qu'il y a juste la vigile comme point de ralliement, parce qu'au plan de la simple stratégie, ce serait une erreur de dire « Hey, tous ceux qui font des actions se réunissent ici à 14h tout le temps. Prenez la vigile comme point de ralliement parmi d'autres points de ralliement. Prenez d'autres points de ralliement. Parlez-vous en dehors du micro et de la caméra s'il y a des choses que vous voulez faire. Mais oui, je pense que des actions d'occupation des commerces peuvent se faire et doivent se faire. Il faut quand même qu'il y ait une rigueur et que ça ne déborde pas et que ça n'aille pas dans tous les sens. Mais je pense que oui, il y a des choses de bonne guerre qui peuvent se faire. Mais effectivement, je suis d'accord aussi avec le fait que la vigile ne se réduit pas à ça. Et mais ici, c'est un point de rendez-vous. C'est un point de rendez-vous avant toute chose.
de prendre rendez-vous pour échanger, pour parler, pour repartir, faire d'autres choses après ça. Et il faut qu'il y ait le plus d'actions possibles qui se fassent, autant des actions de protestation, d'affichage, mais de toutes autres sortes d'autres choses qu'il faut développer, et il faut en développer beaucoup. Bon, ceci étant dit, si vous me le permettez, je vais moi aussi partir de... J'étais là hier aussi à la remise du prix à Locolocas, et bon, j'ai écouté moi aussi, j'ai tiré d'autres enseignements et d'autres visions des choses que celle de Réal, mais qui allait un peu dans le même sens. Et c'est une interrogation que j'ai depuis longtemps. Ça va partir des États généraux, comme ça je vais placer le truc dont Charlemagne veut qu'on parle. On va parler un peu des États généraux. Il y a eu une émission du Club des Ex cette semaine, où il a été question des États généraux, et il y a eu une espèce de quiproquo, parce que pour Jean-Pierre Charbonneau, ancien péquiste, il était clair que c'est juste des indépendantistes convaincus qui allaient être convoqués aux États généraux. De la part de Marie-Grégoire, ancienne ADQ, ça dit, ben, les États généraux pour l'indépendance du Québec, ça concerne tout le monde. Pourquoi les fédéralistes n'ont pas le droit d'y aller? Et ça m'éveille cette question-là, et j'ai eu des discussions cette semaine, et ça tournait autour du fait comment ça se fait que et c'est un débat qu'il y a à avoir, comment ça se fait que la totalité ou la grande majorité de la population du Québec n'est pas touchée et intéressée par la question de l'indépendance nationale. Et quelqu'un me disait, il dit, le problème de tout le discours indépendantiste en ce moment, c'est qu'on sent qu'il est pas assez inclusif. Mais là, comment le rendre inclusif? Quand il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler politique, quand il y a des gens qui disent « Ah non, ça me tente pas, je veux rien savoir là-dessus. » Et là, je me suis posé la question, j'ai dit, on est face à un problème criant face à notre culture. On est quand même tous dans la même culture. Comment ça se fait qu'on n'est pas tous touchés au même degré? Alors, c'est ça, je me suis dit, et bon, hier, ce qui m'a beaucoup frappé, moi, dans les discours, c'est qu'on ramenait sans arrêt qu'il y avait quand même 40% de la population de Québec qui voulait un pays. Puis moi, ce que j'entendais sans arrêt, c'est, mais ça veut dire qu'il y a 60% qui ne veulent pas de pays. Comment ça se fait qu'il y a 60% de la population qui ne veut pas de pays? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et qu'est-ce qu'il faut travailler? Parce que moi, le problème que je remets tout le temps et qui est beaucoup plus à long terme que la question des actions, mais qui est nécessaire et qui doit être fait en parallèle, c'est la question de se poser la question, pourquoi, quand on parle d'indépendance ou qu'on veut faire l'indépendance, on a toujours l'impression qu'on est une locomotive, mais que tous les wagons ne sont pas arrimés et qu'ils ne suivront pas le mouvement. Et qu'on peut bien se lancer une action, tout décider à 40% de la population, mais comment ça se fait qu'on n'est pas 80-90% de la population à vouloir l'indépendance? C'est quoi le blocage? Qu'est-ce qui marche pas dans la question? Alors, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a deux lectures de... Moi, j'aimerais beaucoup, par exemple, qu'il y ait des fédéralistes qui viennent aux États généraux parce que j'aimerais entendre le point de vue d'un fédéraliste. Et j'invite, s'il y en a qui me voient sur Internet, des fédéralistes à venir ici. Et s'ils ont peur de s'afficher comme fédéralistes, qui restent discrets et qui m'accrochent après la vigile, on ira discuter dans un café. Je rêve d'entendre le point de vue d'un fédéraliste qui soit convaincant. Moi, en 40 ans à peu près de vie consciente, je n'ai jamais entendu une position fédéraliste construite, cohérente, et où on fait, mon Dieu, ça a du sens, oui, c'est vrai, il faut être fédéraliste. Je n'ai entendu que des discours de gens qui avaient peur, que des discours de gens qui n'étaient pas informés, des discours de gens qui étaient naïfs, et ça commence à m'effrayer parce que je me dis, là, ça se peut quand même pas qu'on ait la vérité absolue à tout prix. Y a-t-il un autre point de vue ou il n'y en a pas du tout? Le point de vue, il faut être du côté des plus forts. Moi, mes cœurs, personnellement, bon, ça ne m'intéresse pas. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a une vision et qui peut me démontrer par A plus B que l'histoire du Canada est un bien pour la culture québécoise depuis les 2 siècles et demi, les 2 derniers siècles et demi, et que heureusement qu'on a été conquis par les Anglais et que c'est donc le fun pour notre culture qu'il y a eu ça, ben oui, OK, puis que oui, il faut qu'on reste comme ça, il faut que la culture québécoise continue à faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire s'éteindre à petit feu, et que c'est donc bon pour l'avancement de l'humanité. Si quelqu'un réussit à me convaincre de ça, ben je vais lui en être reconnaissante. Mais je veux qu'il y ait une discussion, qu'il y ait une conversation. Il y a toujours trop de discussions de genre, vous exagérez ou vous avez peur et tout. Et c'est ça, est-ce que c'est une question de les autres personnes, les 60% qui restent au Québec, est-ce que c'est parce qu'ils sont plus blindés, sont moins sensibles à la question, sont moins conscients de ce qui se passe? Et alors, c'est un peu ça, ma question. Et je me dis, quand même, si on rentre au Québec, tous ceux qui parlent français et dont la culture française, qui est en péril, il ne faut pas le cacher, est la leur.
Si on rentre tous ceux qui, au Québec, sont francophiles d'une manière ou d'une autre, aiment ça, la culture française, aimeraient qu'elle continue à exister. Si on rentre tous ceux qui sont contre l'oppression sous toutes ses formes et qui disent, bon, c'est épouvantable ce qui se passe quand on regarde la situation, c'est injuste, c'est épouvantable. Est-ce qu'il reste plus que 10% de la population qui haït le français à mort, qui est pour toute forme d'oppression et qui est prête à écraser toute personne? Comment ça se fait qu'on n'est pas 90% de la population indépendant et indépendantiste? Alors, je me suis dit, bon, comme on ne sait pas comment ça marche, je vais essayer d'établir une série de points, j'en ai 12, je vais essayer de les lire rapidement, et on va essayer de chercher où ça accroche, c'est-à-dire je vais faire une série d'attendus ou de présupposés, et il me semble que ces attendus-là, tout le monde est d'accord au Québec avec ces attendus-là, et vous allez me dire si jamais vous avez... Et je suis conscient que vers la fin, là, ça commence à être discutable peut-être, mais vous allez me dire si vous commencez à trouver que là, tout le monde au Québec qui est francophone, qui aime la culture française, même s'il n'est pas francophone, qui est contre des formes d'oppression, bon, s'il y en a au Québec qui ne seraient pas d'accord avec ces points-là. Le premier point, il existe une culture particulière en Amérique du Nord qui s'appelle la culture québécoise, et cette culture-là, c'est notre culture. Parce que là, ça va, je pense que tout le monde est à peu près d'accord et on ne peut pas refuser ce point. Est-ce qu'il y a un pourcentage de la population au Québec qui est contre ça? Oui. Oui? Ceux qui croient à la culture canadienne. Mais ceux qui croient à la culture canadienne, est-ce qu'ils croient à la langue française? Pas nécessairement. Je parle c'est ça. Quand je parle de culture québécoise, je parle qui est particulière parce qu'il y a des gens qui parlent en français en Amérique du Nord. Oh ouais. Le deuxième point, un des principaux traits distinctifs de notre culture, c'est sa langue, qui est la langue française. Tout le monde d'accord? C'est un fait. Troisième point, cette langue française vient du fait que le noyau de notre culture, ce sont des colons qui sont venus de France il y a grosso modo 4 siècles. On est encore d'accord? Personne n'a rien à dire contre ça. Quatrième point, après environ 1 siècle et demi d'installation, la colonie a été conquise par l'Angleterre. Et c'est un peu pour ça que j'ai lu les textes d'avant, et je vais répondre à Réal, si on me le permet. Pour moi, c'est pas déprimant, c'est de l'histoire. C'est du factuel, et c'est arrivé il y a 2 siècles et demi. Donc, moi, je suis pas trop déprimé par cet événement-là. On est façonné par ça, et il faut juste être conscient, puis le rappeler, dire, ben, c'est ça la situation, on part de là. Cinquièmement, au bout de 2 siècles et demi où on a été conquis, la colonie n'est pas assimilée à la culture qui l'a conquise. Les colons français ne sont pas métissés aux colons anglais. Il n'y a jamais eu une culture qui est un mélange de culture française et de culture anglaise. Il y a quelques personnes qui se disent bilingues, mais c'est une frange très mince. On a un bloc qui parle français puis un bloc qui parle anglais. Le bloc qui parle anglais étant évidemment énorme et étendu dans le reste du Canada. 6e point, malgré un adoucissement des rapports, on n'est pas dans une guerre de baïonnettes en ce moment, le rapport de force qu'il y a entre les deux groupes n'a pas vraiment changé depuis 2 siècles et demi. C'est toujours ceux qui parlent français ici au Québec, leurs pouvoirs, à un moment donné, sont toujours plafonnés, limités, encadrés par ceux qui parlent anglais. Et ça, je pense que tout le monde, qu'on soit anglophone, francophone, ne peut pas nier ce point-là non plus. 7e, quand on observe l'histoire de plus près, on se rend compte que les accommodements des conquérants anglais n'ont jamais été que le produit de résistance des Français. Il n'y a jamais eu de cadeau de la part des Anglais. Il n'y a jamais eu de « Ah, tiens, on va vous faire de la place ici ». Ça a tout... Et là, bon, ceux qui s'y connaissent à fond en histoire pourront me contester sur des points et dire « Non, il y a eu tel accommodement qui est venu de leur part et c'est pas nous qui avons ». Mais l'impression que j'ai, moi, c'est qu'il n'y a jamais eu rien qui a été donné par les Anglais. Et toute la place qu'on leur a laissée, ils l'ont prise et ils sont étendus naturellement. Et là où ils sont arrêtés, c'est là où on les a bloqués. Et ça a été une guerre, quelqu'un appelait ça une guerre froide. C'est une guerre constante qui n'est pas finie. C'est plus une guerre avec des armes, c'est une guerre avec des actions, comme celle dont Réal parle, avec des protestations politiques, juridiques, à toutes sortes de niveaux. Et ça, c'est pas contestable non plus. En tout cas, c'est peut-être contestable. Peut-être que j'arrive dans les points où on commence à pouvoir contester au niveau du détail et commencer à ergoter sur l'histoire. Mais fondamentalement, en tout cas, mon point de vue, c'est que tout ce qu'on a, on l'a parce qu'on s'est battu pour l'avoir. La moindre chose qui est la culture québécoise d'aujourd'hui, c'est parce que depuis des siècles, il y a des gens, nos ancêtres, qui sont battus à chaque point, sans arrêt, et chaque fois qu'ils ont arrêté de se battre, ça a commencé à reculer. Chaque fois qu'ils ont arrêté de résister, ça a reculé. Et c'est ça.
Aussi, on peut très facilement effectuer une lecture de l'histoire, et là, d'autres tenants de l'histoire pourront discuter parce que l'histoire, on peut le faire dire à peu près n'importe quoi, mais la lecture de l'histoire que j'ai, c'est que le Canada s'est bâti, le Canada anglais s'est bâti sur plusieurs principes. Les deux principaux principes, c'est qu'il fallait en vitesse conquérir le pays vers l'ouest pour empêcher les Américains qui s'étaient révoltés contre la couronne britannique d'accéder au nord-ouest. Donc, il fallait construire une frontière à toute vitesse et on l'a construit à tout prix avec le chemin de fer. On a tué des milliers de Chinois en faisant ça. On est passé à travers les Métis, il est arrivé toutes sortes de choses. Mais l'urgence était d'arriver au Pacifique en vitesse. Premier principe de construction. Et le deuxième, c'est l'étouffement, l'éradication, le finir ce que la conquête n'avait pas réussi à faire, étouffer le front français en Amérique. 9e point, si le travail d'étouffement qui a eu lieu s'étend sur des siècles, c'est parce qu'au départ, on avait la force du nombre. Au départ, on était extrêmement nombreux, les Anglais étaient très peu nombreux. Il y a eu la révolte aux États-Unis, la Révolution américaine. Les loyalistes qui n'ont pas voulu la Révolution sont montés. On a formé le Haut-Canada avec ça. Et ensuite, il y a eu toute une campagne d'immigration pour, vite, on peuple l'Ouest le plus possible et on noie tout le fait francophone à l'Ouest du Québec avec le plus d'anglophones ou d'immigrants à qui on va apprendre de force l'anglais. Et cette force du nombre-là, et ça aussi, je pense, c'est factuel, on l'a de moins en moins. Elle descend. Quand on regarde les liens qu'on avait avec les immigrants québécois aux États-Unis il y a un siècle, c'était encore des francophones. Et il y a un texte de Jules-Paul Tardivelle qui décrit Québec indépendant en 1980, un siècle d'avance, et qui décrit une espèce de grand rassemblement de tous les francophones d'Amérique. Ben, c'est effrayant le nombre de francophones qu'il y avait un peu partout. J'ai un de mes amis qui est recherchiste, qui a fait une recherche sur les journaux francophones aux États-Unis. En Louisiane, il y en a dénombré à peu près 130 du 19e au milieu du 20e siècle. Il y en a une trentaine en Californie. Et là, c'est juste les deux États qu'il a visés. Il y avait des francophones un peu partout à travers les États-Unis. Et ces francophones-là sont tous faits étouffés. Et on ne parle pas des francophones de l'ouest du Canada. Donc, toute cette force-là, toute cette culture-là est en train de s'amenuiser de plus en plus. Ça aussi, c'est un fait. L'autre chose aussi, c'est qu'on avait une certaine cohésion sociale qui était du fait qu'on était en majorité des agriculteurs, en majorité tous catholiques. Et cette cohésion sociale-là, derrière laquelle on pouvait se rassembler, s'est dispersée beaucoup et on a moins de points de ralliement qu'on en avait avant. Donc, il y a une urgence, effectivement, on parle d'urgence, mais là, elle est factuelle, l'urgence. Elle peut être mise en chiffres, elle peut être mise sur une courbe, et ça fait comme ça. Et notre puissance, notre pouvoir dans ce qu'est l'Amérique descend à une vitesse vertigineuse. Et ça, c'est factuel aussi. Donc, la perte de cette descente-là est constante. On l'a déjà ralenti, mais on ne l'a jamais renversé. On n'a jamais arrêté la conquête. On n'a jamais arrêté ces choses-là. Ces trucs-là, tout ça, je dis pas ça pour être déprimant. Je dis ça pour dire qu'effectivement, c'est alarmant et que je ne comprends pas que la presque totalité de la population du Québec ne soit pas éveillée à ce genre de choses-là et ne soit pas sensible à ce genre de choses-là. Et je pense qu'une partie de notre travail, oui, le travail d'une partie d'entre nous, c'est de sensibiliser le plus de gens possible à ces faits-là. 11e et avant-dernier point, le gouvernement fédéral actuel semble vouloir exercer un contrôle sur sa population plus serré que tout ce qui est connu de mémoire d'homme. Le gouvernement Harper, en ce moment, est en train de vouloir établir les normes de sécurité qui existaient au 11 septembre pour fêter le 11e anniversaire, mais là, de manière continue, de manière permanente. Finalement, c'était une bonne chose. Et on sait, on le sent que, les fédéralistes de Chrétien, de Trudeau, de Martin, c'était pas drôle. Mais Harper, c'est... je sais pas pour vous, mais moi, je le trouverais par vous. Et, non, il y avait 13 points, désolé. Donc, aussi, c'est la première fois de notre histoire, aux dernières élections, un gouvernement fédéral a pu devenir majoritaire sans le Québec. Ce fait-là, tout seul, est alarmant. Et ce fait-là, tout seul, et il y en a été question hier, fait qu'on doit se poser des questions. Et aussi, pour ce gouvernement-là, et on l'a vu très bien par deux exemples, pour lui, ce qui est important et ce qui est stratégique, c'est de tisser des liens avec beaucoup de communautés culturelles, et c'est ce qui explique en partie la nomination d'Angelo Persichilli, qui est plus un spécialiste des communautés culturelles que des Québécois, c'est le moins qu'on peut dire, et aussi de tisser des nouveaux liens avec l'Angleterre
parce que les États-Unis commencent peut-être à pousser sur le Canada et ça serait le fun que les Anglais se sentent concernés si jamais les États-Unis veulent essayer d'empiéter sur le Canada. Ce qui explique peut-être le fait que, les tableaux de Pellan, on les évacue et on met à la place des beaux tableaux d'Élisabeth II. Toutes ces choses-là nous montrent que, on commence à... Il faut, et Landry, et même... non, c'est même pas Landry, c'est Benoît Bouchard, ancien conservateur, qui disait ça au Club des Ex cette semaine. Il disait même, nonobstant la question de l'indépendance, il est temps que les Québécois se réveillent et commencent à se demander c'est quoi leur place dans le Canada et c'est quoi leur levier de contrôle dans le Canada. Et juste le fait que Percy Kelly ait été nommé malgré tous les discours qu'il a pu tenir, s'il avait dit ça sur des Autochtones, jamais il aurait été placé à ce poste-là. S'il avait dit ça sur des Juifs, jamais il aurait été placé là-dessus. S'il avait dit ça sur des femmes, jamais il aurait été placé à ce poste-là. Mais les Québécois, n'ayant que peu de leviers, n'ayant pas de lobby puissant et bien organisé, ben là, on peut taper dessus, c'est gratuit et ça fait de la bonne copie pour pas cher. Donc, en conclusion, je pense qu'il y a une partie du travail qui consiste à aller voir le 50% qui nous manque, des gens qui disent « Non, j'en veux pas de pays », et aller leur demander, dans le fond, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'extinction de votre propre culture? Où est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est ça. Ça tourne un peu de cette histoire-là, c'est-à-dire que cette question-là, c'est-à-dire que oui, il y a un travail physique à faire d'occupation, et je rejoins Réal dans le sens, il faut faire des actions, il faut que les gens qui soient prêts à faire des actions se rassemblent et fassent des actions. Oui, il faut qu'il y ait encore du travail au niveau législatif, juridique et tout ça. Oui, il faut qu'on ait des échanges de plus en plus, il faut qu'on échange entre nous et qu'on parle. Mais oui aussi, il faut commencer à viser les 50% des gens dont on parle jamais dans nos discours indépendantistes et qu'on se demande c'est ça ces gens-là et comment et quand on va les ramener. Parce que il y a ça aussi. Plus on va être nombreux à voter oui au référendum, moins le reste du monde va pouvoir bouger. Plus ça va être juste et sur la ligne, plus ça va ouvrir la porte à toutes sortes d'actions extérieures et de gens qui vont contester ou protester ou ça. Mais en même temps, il y a un illogisme fondamental, il y a un manque de culture fondamentale, à savoir comment ça se fait. C'est notre culture, c'est notre pays, et on est tous en train de la laisser partir, de la laisser s'écraser, et les gens ne se sentent pas concernés. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre qui peut parler? Bon, Frédéric Pajot. Moi, je voulais intervenir sur quelques points, entre autres sur les actions collectives versus individuelles. Je pense qu'il faut viser les deux, selon moi. Moi, qu'est-ce que je faisais souvent, puis ma soeur aussi, justement, dans des dépanneurs aussi, qui ne parlaient pas en français. Nous, au lieu de, comment je pourrais dire, d'être trop rentre-dedans ou d'être trop, comment je pourrais dire, être dans la négative, moi, ce que je faisais, c'est que au début, OK, là, je me disais, bon, peut-être qu'il est nouveau, fait que je vais être correct avec, je vais être tolérant, genre. Fait que là, je disais, bon, bring me some paper, puis après ça, je disais du papier, amène-moi du papier. Tu sais, je disais toujours les phrases que je disais en anglais, je répétais toujours en français. Ben là, tu sais, aux deux places que j'ai fait ça, c'est drôle, là, il commence à dire bonjour, il commence à papier, un sac, tu sais, il dit plus bague, là, un sac. Et... Fait que, tu sais, ça paraît niaiseux, mais moi, je trouve, tu sais, c'est peut-être plus avec des actions comme ça, tu sais, tu te vois pas, comment je pourrais dire, je vois pas comme j'ai fait la morale ou quoi de même, fait que lui, tu sais, peut-être qu'il prend ça mieux. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça a marché dans deux commerces, là. C'était pas rien que moi et ma soeur, probablement qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont fait ça. Mais moi, je pense que ça peut être une affaire. Puis pour le collectif, moi, je sais que la pensée que j'ai là-dessus est pas partagée par tout le monde. C'est que, moi, dans le fond, là, le bilinguisme dans le Canada, là, je compte ça, moi, le bilinguisme dans le Canada. Dans le sens que, pour moi, le Québec devrait être français, puis le reste du Canada, anglais. Je m'excuse pour les autres francophones du Canada, mais c'est parce que s'ils veulent survivre, ben, ils devraient venir nous rejoindre. Parce que dans le Canada, c'est plate, là, mais ils sont voués à l'extinction. Je veux pas être défaitiste, je veux pas être plate, mais c'est ça, là. Puis si on adhère encore à cette politique du bilinguisme-là, c'est nous qui est voué au même sort. Fait que, tu sais, le bilinguisme au niveau personnel, moi-même, je suis bilingue. Je l'ai appris, je viens de Québec, là. J'ai appris l'anglais par moi-même, là, avec Sesame Street, des boîtes de céréales, puis les chansons que j'aimais, puis un dictionnaire, là.
Fait que, tu sais, si moi j'ai été capable de faire ça, là, je pense qu'il y a plein de personnes aussi qui sont capables de faire ça. Fait que, moi je comprends pas là, comment je pourrais dire, là, le besoin absolu là, qu'on aurait de tout parler en anglais. Là. C'est pas tous les postes là, que c'est utile de parler en anglais. Là. C'est comme on nous dit les affaires internationales, il faut parler en anglais. C'est drôle, je vois tout le temps des interprètes, moi, en Europe ou un peu partout. Il y a toujours des interprètes. C'est quoi là, cette affaire-là? Là? Ils sont rares, là, les politiciens là, qui vont parler dans la langue de l'autre. Pourquoi? Hein? C'est la création d'emplois. Ben, c'est ça, mais pas juste ça, c'est aussi que, tu sais, t'es rarement bilingue à 100%. Fait que quand t'es dans des affaires diplomatiques ou des affaires légales, quand t'es pas dans ta propre langue, là, je m'excuse, là, mais tu peux pas être aussi à l'aise. C'est bien une valeur, je crois pas à ça. Fait que, moi, je pense que les interprètes, ça, c'est utile. De toute façon, avec la technologie qui s'en vient, là, c'est sur le Google Translation, c'est de la grosse... ouais. Mais, tu sais, ça s'en vient, là, les traductions efficaces, pareil. Là. Fait que bientôt, là, on va avoir notre petit iPod ou quelque chose comme ça. La personne va parler, on va avoir la traduction là-dessus, puis on va pouvoir y répondre. Tu sais, ça va être... Tu sais, ça fait que ça rend ça en plus de plus en plus caduque. En plus de ça, c'est plate, j'ai pas retrouvé le nom du livre. Il y a un livre qui avait été publié, puis il en avait parlé dans la revue The Economist. Et puis le sujet, c'était la fin de l'anglais comme langue du commerce. Pourquoi? Justement à cause un peu de ce que je dis, mais aussi parce que le commerce, là, la Chine s'en vient la deuxième puissance. Là. Bientôt peut-être la première. Là. Ben, excuse, là, mais des personnes qui parlent le mandarin, là, ben, il y en a plus qui parlent mandarin qui parlent anglais. Déjà, là, partons de là. Puis si on regarde l'espagnol, ben il y en a beaucoup aussi qui parlent l'espagnol. Toute l'Amérique latine, tout ça, puis l'Espagne évidemment. Ben pas toute l'Amérique latine excepté le Brésil. Mais en tout cas, fait que, tu sais, c'est presque... C'est presque rendu, dans le fond, c'est pour le commerce, là, la justification. Là. On va faire du commerce avec partout dans le monde. Là. Les États-Unis, avec leur guerre aux terroristes, toutes ces affaires-là, ben, sont en train de se ruiner. Là. Fait que, tu sais, il va falloir faire affaire avec d'autres personnes. On n'aura pas le choix, là. Fait que, moi, je regarde ça, puis je me dis, il y a des actions collectives, il y a des actions locales. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le collectif? Mais c'est justement arrêter de défendre, dans le fond, le bilinguisme canadien. On a juste à dire, nous autres aussi, on est contre le bilinguisme. Tu sais, je sais que, comme je dis, ça, pour les autres Canadiens francophones, ça peut paraître, tu sais, on les méprise, puis on veut rien savoir d'eux autres. Mais c'est qu'il va falloir qu'ils comprennent que le français ailleurs au Canada, là, ça disparaît. Puis nous autres aussi, on va disparaître si on continue à jouer dans ce game-là, le bilinguisme. Fait que moi, je pense qu'on devrait arrêter carrément là, de défendre ça, cette politique-là. Puis aussi, ce que ça permettrait, c'est que, dans le fond, là, on n'est pas... Moi, je suis pas pour faire une loi, on interdit l'anglais, on les sac dehors, là, c'est pas ça que je dis du tout, là. Mais c'est comme, premièrement, les anglophones sont plus forts dans la philanthropie. On est d'accord, je pense qu'ils sont plus forts dans la philanthropie. Mais qu'est-ce que ça serait qu'on baisse leur financement pour leurs écoles, pour leurs hôpitaux, toutes ces affaires-là? Moi, je m'excuse, là, mais je pense là, que la minorité anglophone qu'on a, là, c'est la minorité la mieux traitée de la Terre. Je suis presque certain de ne pas me tromper là-dessus. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter là, de se laisser taper dessus. Puis on est des nazis. C'est à chaque fois qu'on parle, mettons, de vouloir faire la loi 101 ou quelque chose comme ça, tu as tout le temps là, le réflexe, c'est des nazis, ils vont nous exécuter. Puis, tu sais, je veux dire, faut arrêter là, d'embarquer dans le film. Là. Fait qu'en tout cas, moi, je pense que ça prend de la fierté. Il faut s'affirmer. Il faut faire des actions et collectives et au niveau individuel. Puis, moi, en tout cas, je crois pas que one size fit all. T'sais. Moi, je crois pas à ça, là, une solution pour tout le monde. Comme j'ai dit l'autre fois, moi, je crois une décentralisation des pouvoirs plus. Puis, je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens se démobilisent, se désintéressent de la politique. Ils ont l'impression que les institutions qu'on a sont pris dans une logique de parti. Ils n'ont pas leur voix au chapitre. On les écoute pas. Les chefs sont souvent même pas élus, sont genre nommés. Tu sais, Mme Marois, OK, elle a eu son 93 %, elle n'a pas été élue, là. La course à la chefferie, elle a perdu. Après ça, elle a pris une genre de petite retraite, puis elle revenait en sauveuse. Mais elle n'a jamais été élue, là, comme chef du parti. Ça fait combien comme ça? Fait que c'est pour ça, là, les gens, en tout cas, moi, là, je sens que dans cette démocratie-là, là, ben, moi, j'en ai pas de pouvoir. Fait que moi, dans le fond, si
sais, j'ai quand même été voté, mais si je me désintéresse, moi, dans le fond, un peu de la politique, ben, je suis très intéressé, mais la politique spectacle qu'on a, parce que pour moi, c'est ça. C'est juste un show. Il n'y a pas de vrais enjeux, il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas de vrai pouvoir aux députés, il n'y a pas... Fait que c'est ça. Fait qu'il faut décentraliser, il faut que les gens reprennent du pouvoir, il faut qu'on leur redonne aussi du pouvoir. Parce que, tu sais, on entend souvent, là, tu sais, on peut pas redonner le pouvoir au peuple il est con. Moi, j'écoutais, là, avant là, la crise économique, puis ça, là, j'écoutais les grands experts, là. L'économie allait bien, hein, ça roulait, tout allait bien, c'était excellent. Là, ça a craché. Ah, là, les autres, là, les experts, il faudrait les écouter encore, hein, sont crédibles, eux autres, c'est de la parole d'évangile, ce qu'ils nous disent. Fait que tout ça pour dire que même les experts se trompent. Fait que oui, le peuple peut se tromper, mais si on redonne du pouvoir au peuple par la démocratie directe, moi je suis vrai, je n'en démords pas de ça. Si on redonne du pouvoir avec la démocratie directe, je pense que le peuple va se remobiliser, il va sentir qu'il n'est pas juste une dinde utilisée comme payeur de taxes, puis comme je sais pas quoi, là. Fait que, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Méfiez-vous des experts. Oye, le fait. Sur les états généraux, selon moi, c'est juste una... Moi, je le vois comme une agonie de Paulin Manuel pour moi. Parce qu'elle sait qu'elle est morte et va traîner son parti à la mort aussi. Alors, c'est juste la société de spectacle, comme mon collègue a dit. Moi, je ne crois pas en ça et je suis certain que jamais on va arriver à les états généraux. Deuxième chose, sur l'immigration, je vais vous donner un bon conseil. Parce qu'on arrive ici, on sait pas, la plupart des gens pensent que c'est le Canada, qu'on parle ici anglais. Et après ça, on se rend compte qu'on parle français, puis après ça, on commence à, même s'il n'y a pas beaucoup d'histoire du Québec, on commence à faire la différence entre le Canada et le Québec. En tout cas, dans la communauté, la mienne, la colombienne, on a de bonnes références sur les Québécois. On déteste les Canadiens, avec Stephen Harper, on les déteste plus. Mais avec Obama, on déteste les Américains. Vous savez que maintenant la Colombie se trouve, le canal de Panama, par exemple, était à nous. C'est à cause des États-Unis, la intervention des États-Unis, qu'on a perdu le canal de Panama. Alors, dans mon cas, j'ai eu la chance de choisir dans 4 pays, puis moi j'ai choisi le Canada parce que c'était le moins pire. Je suis tellement content d'être trouvé ici au Québec. Alors le conseil que je vous donne, c'est que arrêtez-vous de se battre avec les immigrés. C'est le fédéral qui fait ça pour nous diviser de plus en plus. Moi je reste en région, puis je continuerai de rester toute ma vie en région, à Joliette. Moi je déteste Montréal. Ici il faut parler anglais pour se communiquer. Mais même à Joliette, après 10 ans, parce que j'ai encore continué d'étudier la langue et parfois la difficulté des gens à me comprendre, encore en région il y a des gens qui me disent je ne comprends pas et me parlent en anglais. Alors c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Première chose. Deuxième chose, il y a une espèce, c'est pas tout le monde, mais les mauvaises choses se voient plus que les bonnes choses. Il y a des gens qui on parle et disent, tu me dis quoi? Je ne comprends pas. Ça c'est une manière de refus envers l'immigration. Moi je dis que c'est pas tout le monde, la population québécoise est excellente. C'est juste que moi je me désole de voir sur Facebook les gens qui se prennent contre les musulmans, contre les juifs. Moi j'aime pas les juifs non plus, mais il faut se prendre avec les gens et il faut se prendre avec le gouvernement. C'est pour ça l'important de venir tout de suite un pays, après ça on met tous les clauses. Les règles pour faire venir des immigrés ici. Et un dernier conseil, arrêtez-vous de voir TVA et Radio Canada, que ya perd, parce qu'ils nous donnent, croyez-le, c'est vrai, ils nous donnent chaque jour 1 heure, dépend le temps qu'on consacre, 1 heure, 3 minutes, 15 minutes, toute une journée de la haine. On ne s'informe pas.
depuis que j'ai fait la grève de la faim, je me suis aperçu, je me suis conscientisé de ça. Puis moi, je les boycotte. Puis moi, je suis une personne, pour moi, informée. Mais je n'ai pas besoin de Radio-Canada et de TVA. J'utilise Internet. On est chanceux de voir ça. Là, parce que je suis né en 1980, j'avais quoi, 18 ans. Il n'y avait pas d'Internet. Il fallait lire la presse. Mais je vois dans les devoirs une certaine méchanceté. Alors, je vous dis, je suis méfiant envers les gens qui disent avoir la vérité. Il faut toujours la chercher. Merci. Là, ça va être sur justement les états généraux. Je suis obligé de me représenter. En tout cas, c'est ça, c'est sur les états généraux. Moi, je m'étais dit, peut-être que ça va permettre à tous les, comment je pourrais dire, tous les indépendantistes ou souverainistes à se parler puis à faire un peu ce que Cap sur l'indépendance veut faire. Moi, j'avais un peu cette idée-là au début, mais là, quand j'ai vu que Mme Marois, là, elle a dit, bon, ma stratégie, référendaire, il n'y a rien à remettre sur la table, puis que là, ça avait de l'air, dans le fond, d'être un peu comme la commission Bouchard-Taylor, que les conclusions ont été écrites avant que ça se passe. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme un exercice pour l'opinion publique, là, faire croire qu'on fait de quoi, puis dans le fond, c'est le NMQ qui disait ça a l'air plus d'une commission sur le mouvement indépendantiste que sur l'indépendance. Tu sais, l'idée, là, c'est justement d'incarner l'indépendance. Moi, en tout cas, c'est ce qui je trouve qui manque beaucoup dans le discours, c'est à quoi ça sert l'indépendance. Tu sais, je sais que ça a l'air niaiseux, mais c'est pas juste des points d'impôt. Puis, tu sais, quand on entendait parler à peu près les dernières années de souveraineté, c'était pas très sexy. Là. Tout ce qu'on entendait quasiment, c'était ça, là, les points d'impôt. Puis, je sais pas trop c'était quoi l'autre mantra, mais c'était deux affaires comme ça. C'est pas pour ça que en tout cas, je pense, c'est pas juste pour ça que les gens veulent faire la souveraineté, en tout cas, j'espère. Parce que sinon, c'est décourageant, là. Mais, tu sais, c'est d'incarner la souveraineté. Je pense que ça devrait être ça. Les gens qui vont participer, s'il y a des gens ici qui participent, moi, je pense que peu importe là, le mandat de la commission des États généraux, ça serait de, tu sais, vous, comment que vous voyez ça, l'indépendance? Pas le mouvement indépendantiste, c'est dans le fond... au pire, tu commences au début de ton discours comme ce qu'ils veulent entendre, puis après, ben, tu dis ta vraie opinion, parce que moi, je crois que ça en prend des exercices citoyens comme ici. C'est dommage que ça soit pas plus connu, parce que moi, je pense que la politique, à la base, ça devrait être ça, tu sais, des gens qui se voient, qui se parlent, puis qu'on interagit. Moi, tu sais, j'ai souvent, puis je pense que c'est québécois peut-être un peu ce réflexe-là, j'ai souvent eu de la difficulté à discuter, mettons, avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, parce que moi, j'attaquais leur opinion, mais j'attaquais pas la personne. Parce que moi, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, là, je peux entre guillemets, m'engueuler avec passion puis tout, mais après ça, je vais y serrer la main. Là, c'est pas la personne que je respecte pas, c'est son opinion que je partage pas. Tu sais, ça, des fois, on dirait qu'on a comme de la difficulté là, ici, là, les Québécois, avec ça, beaucoup plus en tout cas que les Français. S'il y a quelque chose, là, c'est que, tu sais, eux autres, t'es vois, des fois, ils s'engueulent, puis tout, là, c'est sacré coup de poing sur la gueule. Là, après ça, t'es vois, là, hein, on a eu une bonne discussion, puis mais ça devrait être ça, à quelque part. Puis je pense que c'est dans la confrontation des idées que la lumière peut jaillir. Tu sais, ça paraît simple de dire ça, mais je pense que c'est vrai. Moi, j'ai jamais eu peur de confronter, ben pas confronter, mais de confronter mes opinions à celles des personnes, tu sais, qui partagent pas les mêmes. Parce que moi, je pense pas justement avoir la vérité absolue puis tout ça. Puis je suis en quête de ça, dans le sens que je cherche toujours. Puis je me méfie justement des personnes qui pensent avoir la vérité absolue pour deux raisons. C'est que, premièrement, ils peuvent vouloir imposer ça à tout le monde parce qu'ils ont la vérité absolue. Fait que c'est le bien absolu, fait que c'est bon pour tout le monde. Puis l'autre affaire, c'est que ces personnes-là, ils peuvent plus progresser, là, ils peuvent plus rien apprendre. Là. Un coup que tu penses que tu sais tout, là, c'est bonne valeur, tu n'apprends plus rien.
t'es stagnant, là, t'es une personnalité qui bougera plus. Fait qu'en tout cas, moi je regarde ça là, à la commission sur l'indépendance, puis je me dis, on dirait que c'est ça, qu'on veut faire stagner le mouvement, qu'on veut mettre comme un couvert sur la marmite. Là, on voit qu'il y a des contestations dans le mouvement, il y a diverses opinions, la DUI, les référendums, tu sais, il y a diverses opinions là, qui se brassent, puis on dirait que par ça, on veut comme taire comment je pourrais dire, la dissidence, puis éviter que, dans le fond, on se questionne, puis peut-être qu'il y a des bonnes affaires qui pourraient jaillir de là. Mais en tout cas, pour le moment, comme c'est rendu la tournure là, de la façon qu'ils veulent formuler ça, les États généraux, à moins que les gens peut-être puissent, comment on pourrait dire, changer la route de cet État généraux. En tout cas, je m'excuse, mais j'ai pas bien confiance. C'est ça. Bonjour, Jean-Claude Sylvain-Guay. On parle beaucoup des États généraux en ce moment, qu'il faut se parler, qu'il faut discuter. Alors, la question est que, à quoi ça sert? Ça sert à faire corps, à faire un peuple. Ça sert à ressouder des liens qui ont été autrefois brisés, qui ont été cassés par la dure réalité du monde actuel. Celle de la mondialisation et celle de la médiocrité de notre société, poussée par le multiculturalisme et l'individualisme à tout crin. C'est ça le problème. Nous sommes dans une société qui a un mal intérieur, un mal profond. Cette société a une crise de confiance, une crise de conscience. Elle a une mauvaise conscience. À chaque fois qu'elle parle, à chaque fois qu'elle avance, à chaque fois qu'elle se dit tout simplement, dit sa différence, dit le contraire de l'hégémonie, du discours ambiant, du politiquement correct. Et là arrive la censure, et l'échafaud, et le couperet. Taper sur la tête de ceux qui ne sont pas dans le moule. Il faut faire rentrer ces gens dans le moule, qui contestent l'ordre établi, qui contestent ce qui est anormal pour eux, injuste et inéquitable pour plusieurs. La situation se détériore. Le fait français se perd ici même à Montréal. Et plus tard, c'est au Québec entier qu'il est menacé. Menacé par la médiocrité de cet abachi, de cette façon de réagir par rapport à ce qui est l'hégémonie. Ah oui, tout le monde est anglais, tout le monde doit parler l'anglais, bien sûr. Nous sommes en Amérique, c'est la langue de la mondialisation, c'est la langue de l'économie. Soit, c'est une langue parmi tant d'autres. Certes, elle est très importante, et nous devrions apprendre plusieurs langues, sinon toutes les langues. Mais à quoi ça nous servirait si nous ne sommes pas capables de nous entendre entre nous, que nous ne sommes pas capables d'établir des liens entre le voisin qui peut-être s'exprime différemment, qui a d'autres opinions et que nous pourrions peut-être avantage de connaître pour les confronter, mais évidemment un jour ou bientôt pour trouver des ponts et ressouder ensemble cette nation qui est la nôtre. Nous devons dire non. Non à l'hégémonie. Non à ce discours médiocre qui enferme notre société dans une voie sens unique, celle de sa destruction. Oui, certes, elle n'est pas visible en ce moment.
nous ne voyons que des soubresauts. Elle n'est pas à l'agonie. Mais si nous ne veillons pas, eh bien, cela peut arriver. Cela peut très vite arriver. Et c'est arrivé dans le passé, en Louisiane, dans l'Ouest canadien. Et bientôt, elle frappe à la porte de l'Acadie. Si nous ne sommes pas vigilants, mes amis, eh bien, cette grande aventure prendra fin. Cela peut être triste, cela peut être heureux pour certains, cela peut certainement pousser ou simplement porter le sentiment d'indifférence. Mais ne craignons rien. Ne craignons rien. Car la foi qui était nôtre jadis, force de notre peuple, de nos convictions, de notre enracinement dans cette terre, de notre croyance qu'il valait mieux faire des alliances que de se battre, que de subjuguer les habitants d'ici par la force, par la violence, qu'il fallait créer ici une nouvelle société. Ayons la foi en ce que nous ont porté comme message nos ancêtres, qui ont durement travaillé la terre, durement travaillé ici, au Québec, pour faire jaillir cet avenir qui nous appartient. Merci. Mathieu Séguin-Gionnet, je me sens un peu monotone après un tel discours, mais pour revenir aux États généraux, dans le fond, moi je trouve l'idée bien cute, mais sans plus. Donc il y a souvent des gens il y a des gens qui disent que ça sert totalement à rien, d'autres qui porteraient leur espoir en entier dans ces États-là. Pour moi, ça peut avoir une petite utilité, mais parce que je constate qu'on a déjà nos propres États généraux. Pour moi, nos États généraux, justement, c'est cap sur l'indépendance, où les différents regroupements et mouvements souverainistes citoyens se mettent ensemble justement pour discuter, pour développer des nouvelles idées, peut-être des stratégies pour convaincre les gens, ce que dans le fond les États généraux veulent faire. Mais pour moi, les États généraux que le PQ, dont le PQ parle avec le PQ, je devrais plus dire Gérald Larose, Pauline Marois. Donc pour moi, c'est une idée intéressante, mais la même problématique resterait avec ce qu'on vit en ce moment, dans le sens que dans le fond, il y aurait un gros monopole médiatique concentré sur les partis politiques. Donc si Québec solidaire, le Parti québécois en parle, mais avec cap sur l'indépendance, dans le fond, c'est les regroupements citoyens qui s'unissent et qui font cette même job-là, mais avec beaucoup plus de portée, dans le fond, symboliquement, justement, parce que c'est les citoyens qui font ça, qui discutent, ce ne sera pas Gérald Larose, Pauline Marois, c'est vraiment les citoyens qui... Puis c'est ça une affaire aussi, hier j'étais au show Libérez-nous des langues de bois, justement, puis j'en ressors quelques points justement par rapport à ça. C'est que j'ai constaté là-bas que moi j'y étais avec deux de mes amis indépendantistes. Puis un de mes amis, on l'a convaincu sa blonde qui, elle, se fout éperdument de la vie publique, de l'indépendance. On l'a amené là-bas pour qu'elle puisse prendre un peu parce que nous on vit quand on participe à la thèse d'événements. Puis elle s'entendait pas à ça. On lui a dit qu'elle allait avoir des orateurs et des groupes de musique. Puis les orateurs, elle s'attendait à voir du monde qui allait parler comme quand on entend dans les médias les politiciens parler. Puis alors elle a eu une très grosse surprise, les orateurs qui étaient là. C'était des gens qui avaient un message très consistant, mais la façon dont ils parlaient, la façon dont ils transmettaient. Je me souviens plus c'est qui, mais il y en a un qui a fait sa fable sur le Québec qui se mariait avec le Canada, puis ça l'a vraiment marqué. Puis en sortant de là, on lui a demandé qu'est-ce que tu retiens de cette soirée-là. Puis elle a dit
ça se résume à un mot. Dans le fond, on ne s'attendait pas à ce qu'elle dise ça, elle a dit liberté. Donc pour moi, ça, c'est une réussite. C'est dans ces événements-là, donc fait par hier, c'est le mouvement souverainiste du Québec. Le Cap sur l'indépendance, dans le fond, tous les réseaux, mars 2011 comme ici. Pour moi, c'est là-dedans qu'on va convaincre les gens, avec les actions, donc poser des affiches aussi. Donc c'est pas, je dis pas que les États généraux, je les appelle les États généraux du Parti québécois, même si c'est des États généraux dans le fond. Ça peut aider un peu, mais c'est pas ça qui va nous faire peut-être un petit pas, mais avec ces partis-là, c'est facile de faire 2 pas en arrière après avoir fait un pas en avant. Donc c'est pour ça que moi, je mets mon espoir dans le fond dans la carte sur l'indépendance, mars 2011. Je suis pas quelqu'un qui aime parler en public, je préfère écrire, mais c'est quand même important. Puis si on peut convaincre des gens ou par des artistes comme Loco Locas ou je pense que c'est David Boudreau, le slammer qui était là hier, j'y ai parlé un peu après, puis lui ce qu'il me dit, j'ai dit que j'ai capoté sur ce qu'il a fait. Il me dit tu vas sur mon site internet puis il y a mes albums gratuits, mon album gratuit, puis il me dit dans le fond, ce que tu veux c'est qu'on télécharge sa musique pour qu'on fasse passer le message, comme Falardeau avait fait avec Le Temps des Bouffons dans le fond. Fait que je trouvais ça vraiment noble, puis moi c'est profond, ça m'a touché quand il m'a dit ça. Donc c'est pour ça, moi les États généraux, je pense que, je sais pas qu'il faut pas les tenir, mais en même temps, faut pas porter notre espoir là-dedans. Puis dans le fond c'était ça là. Ça résume un peu mon plan. Liberté! Oui, liberté. Sur un peu des points que tu avais amenés tout à l'heure, je pense un des points, mais évidemment c'est pas le seul, c'est le problème puis qu'on n'a jamais résolu le mouvement indépendantiste, c'est les médias. On n'en a pas de médias. Il y avait eu dans le temps Le Jour, puis peut-être un autre journal, en tout cas, mais il n'y a jamais eu vraiment rien pour refléter la pensée du mouvement indépendantiste. Il y a les Québécois, ils font qu'est-ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, mais un gros média, mettons avec TV, radio, tout le kit, il n'y a jamais vraiment eu ça. Ça, c'est quelque chose que je crois qu'il serait important de m'amener à discuter dans le mouvement, de se créer ça, d'avoir ça, parce que c'est plate, là, mais il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup influencées, je crois, là, par les médias. Tu sais, c'est sûr que c'est pas rien que ça, là, on s'entend, mais je crois que c'est une des grosses parties. Tu sais, quand on a, je pense que c'est à peu près 93% des médias écrits qui sont détenus par 3 groupes, essentiellement, Québécois, Transcontinental, puis la presse. Mais là, c'est où la diversité, là? Oui, ils ont à peu près 25 journaux et plus chaque, mais, tu sais, je veux dire, ils ont un peu tous la même ligne éditoriale, là, souvent, là. Fait que, moi, je crois que c'est vraiment un point, là, qu'il faudrait discuter là-dessus, parce que je pense qu'il y a des personnes que, malheureusement, ils se laissent convaincre par ce qu'on entend souvent, justement, les campagnes de peur, toutes ces affaires-là. Parce que c'était vrai le point que tu soulevais, c'est que moi aussi, j'aimerais ça discuter avec un fédéraliste là, qui va m'amener des points, intelligents, concrets et réalistes qui me feraient dire « Ouais, ça pourrait, tu sais, à la limite, ça pourrait avoir de l'allure. » Mais moi, le seul point de vue, entre autres, qui pourrait, puis là, je m'excuse, je vais me faire traiter de traître sûrement par plein de monde, qui pourrait me faire rester dans le Canada, c'est moi seul qui ai trouvé un peu ce point-là qui pourrait me faire rester dans le Canada, c'est que si on revenait à une confédération, puis une confédération, c'est quoi? C'est un ensemble d'États souverains. Bon. Fait que moi, je crois que ça pourrait être... Moi, pour moi, là, je me contenterais quand même pas si mal de ça. Bon. Parce qu'il faut savoir que de toute façon, le projet d'indépendance que le Parti québécois nous présentait, c'est d'être dans l'Union nord-américaine. Je ne sais pas si vous êtes au courant un peu de ce sujet-là qui se discute, bien sûr. Là, on se fait traiter de conspirationniste là, quand on parle de ces sujets-là, mais ça a sorti un peu là, dans Wikileaks, puis il y a eu d'autres discussions là-dessus. C'est quoi que tu as dit au début de ça, là, parce que on parlait de OK. C'est ce que j'ai dit, c'est que dans le fond, là, c'est que la souveraineté, OK? Bon, il y a la Confédération canadienne, comme je dis, si on retournait à ça, qui est un ensemble d'États souverains, mais il faut savoir que le projet d'indépendance que le PQ nous présentait, en fait, là, c'est d'indépendant, mais indépendant dans l'Union nord-américaine.
Parce que c'est ce qui, à terme, sont en train d'élaborer ça. D'ailleurs, Harper et Obama, ils avaient signé un pacte là, pour la circulation continentale, là, pour la sécurité, puis tout ça. En tout cas, ça se fait de plus en plus. Là. Il y a NORAD, il y a NORDCOM. Vous cherchez ça, là, vous n'êtes pas obligé de me croire. Là. De toute façon, moi, je suis un spécialiste des conspirations, je suis un conspirationniste, comme on dit. Mais moi, je trouve ça toujours drôle de me faire traiter de ça quand même, là, parce que c'est surtout... Moi, j'avais des questions par rapport à JFK et tout ça avant le 11 septembre, là, déjà. Là. Mais, ça m'a toujours fait rire qu'on traite les gens comme moi qui se posent des questions de conspirationnistes, parce que réfléchissez-y à la base, là, la thèse officielle qu'on nous présente, là, des barbus dans un avion, qui ont organisé ça dans une grotte, ils ont fait toutes les patentes. C'est quoi ça si c'est pas une conspiration? Je m'excuse, là. La théorie officielle est une thèse de conspiration. Fait qu'il faudrait qu'ils trouvent d'autres arguments pour discréditer les questions que les gens comme moi posent. Là. Mais en tout cas, pour revenir à notre sujet, parce que c'est lié, mais quand on parle d'Union nord-américaine, puis tout ça, on se fait traiter là, de casse de tôle, ou je sais pas, là, d'hurluberlu. Mais allez voir sur Internet, chercher, je crois que c'est le forum FINA. C'était le Forum intercontinental nord-américain. Pauline Marois, en 2003, y avait participé. Okay? C'était une simulation d'un parlement nord-américain. Puis Pauline Marois y avait participé en 2003. Vous pouvez trouver ça là, sur Internet, là, sur le propre site de l'organisation FINA, je crois. Fait que, tu sais, il y a des affaires crédibles. C'est pas parce que les médias en parlent pas beaucoup que ça existe pas. J'espère que vous êtes au courant de ça. Là. Fait que, moi, tout ça pour dire que, dans le fond, je me contenterais, moi, comme je disais, de rester dans la Confédération canadienne, une confédération. Mais là, tout le monde sait qu'on n'est pas dans une confédération, mais dans une fédération. Fait que, tu sais, comme je dis, moi, je suis, entre guillemets, le seul qui a trouvé une condition acceptable que je pourrais rester dans le Canada, genre. Il n'y a jamais un fédéraliste là, qui m'a amené ce point de vue-là. Là. Jamais, là. Jamais, là. C'est moi qui est un indépendantiste qui a réfléchi à ça, que je me disais... Tu sais, dans le fond, moi, je veux la souveraineté. Je veux avoir le pouvoir sur, mettons, peut-être, idéalement, ce serait sur la monnaie, là, mais en tout cas, sur le plus de pouvoir possible. Puis, quitte à, mettons, faire une association avec l'armée canadienne, mais avec le pouvoir de veto. Comme, dans le fond, nous autres, on est souverains. Fait que là, on n'y va pas. Là, on n'envoie pas nos troupes, on vous envoie pas d'argent, on n'est pas d'accord avec ça. Fait que, tu sais, je serais d'accord de rester, mettons, dans le Canada à ces conditions-là. Bon, mais il n'y a personne, comme je disais, fédéraliste, qui m'a amené un point de vue comme ça, ou m'amener des arguments vraiment économiques, vraiment social, ou c'est tout les pensions. Pour vrai, c'est encore ça, hein, les pensions, l'économie, tout va cracher, on va se retrouver d'un pays du tiers-monde, ou les rocheuses encore, sérieusement, j'ai vraiment déjà entendu ça, pas rien que par Jean Chrétien ou je sais pas. Ouais, mais c'est ça, tu sais, voyons, là, tu vas pouvoir aller visiter encore tes rocheuses après, là, au pire, là, tu sais, je veux dire, c'est juste ça ton argument. Fait que, moi, je pense, c'est d'avoir nos médias pour pouvoir diffuser notre point de vue, aussi se servir des médias qui sont là. Il n'y a plus bien de tribune libre, là. Il en reste une là, au 98.5 là, maintenant, la nuit, qui est revenue là, avec Jacques Fabi. Fait que ça serait peut-être, tu sais, les gens, quand d'appeler là, puis d'en parler, tu sais, de souveraineté, ou de parler de vos convictions, parce que sinon, il n'y a personne qui va le faire à notre place, là. Et les médias, ils nous appartiennent pas. Fait que c'est ce qu'il faut prendre conscience. Puis, en tout cas, je pense que c'est vraiment important d'en prendre en compte dans ce que tu disais, que pourquoi les gens croient pas au pays. On entend toujours, ça sert à quoi d'avoir un pays? On est bien dans le Canada. Ben, moi, aux gens qui disent ça, je me sers de l'Europe présentement. Hein? C'est bon, une fédération, parce que c'est supposé être une confédération, c'est quasiment rendu une fédération. Là ils disent, il y en a encore qui servent de ça comme exemple que ça va bien, une organisation comme ça. Et là, on regarde ça avec la Grèce, on regarde ça avec l'Allemagne qui n'était pas trop d'accord à payer pour la Grèce. On regarde là, qu'est-ce qui se passe au Portugal, ce qui se passe dans la Norvège. Ouais, dans plein de pays. Fait que là, tu te dis, ouais, mais là, l'Union européenne, là, c'était peut-être pas le succès qu'on nous présentait, c'était peut-être pas la meilleure affaire. Mais là, encore là, il y en a. Ça, je suis pas capable encore de cette affaire-là. C'est toujours
Là, ils disent on n'a pas été assez dans l'Union. Hein? Il y en a là, qui ont ce discours-là. Là, il faudrait avoir un gouvernement économique européen. Créer un genre de vraiment enlever le pouvoir, dans le fond, encore plus au pays, puis ça va aller mieux. Mais comme je disais, moi, je suis un partisan de la décentralisation. Moi, je crois pas là, que les priorités de l'Allemagne sont les mêmes priorités qu'en Espagne, sont les mêmes priorités. Je crois pas ça. Fait que, en tout cas, ça revient encore à ce que je disais, le pouvoir local. Puis, il faut vraiment prendre conscience que nos institutions, il faut les réinvestir, mais pour les réinvestir, il faut faire des propositions pour les changer. Parce que tels qu'ils sont là, c'est pas très sexy. Bon, moi, je vais juste amener un petit point là, pour préciser. Là, on parle d'union nord-américaine, mais cette union nord-américaine, elle existe depuis les années 50, avec l'administration de la voie maritime du Saint-Laurent et le NORAD surtout. Le NORAD, c'est déjà des accords de sécurité, c'est très contraignant. Bon, puis revenir à l'Union européenne. Là, on parle des pays en faillite de l'Europe. Donc, la Grèce, le Portugal. Il faut savoir qu'il y a eu des pays qui n'appartiennent pas à l'Europe, qui sont tombés en faillite de la même manière. Le premier pays, c'est l'Argentine, à la fin des années 90. Là où le pays était tombé totalement en faillite. Le président qui avait inauguré ça avait fait une espèce d'union monétaire avec les États-Unis. C'est le président Menem, Carlos Menem, qui avait fait une union monétaire avec les États-Unis. Ça avait amené l'Argentine en faillite, littéralement. Naturellement, quand il y a eu le gouvernement d'un nommé Eduardo Duhalde, la première chose qu'il a faite, c'était de rompre cette union monétaire-là, et l'Argentine a complètement récupéré. L'Argentine est un des pays en Amérique qui a le plus fort taux de croissance économique, même s'il y a bien des choses critiquables là-dedans. L'autre cas, c'est celui de l'Islande. L'Islande, c'est le premier pays qui est tombé en faillite à un moment donné avec la crise européenne. Mais l'Islande, il y avait une chose. L'Islande ne faisait pas partie de l'Union européenne. Elle avait sa propre monnaie, elle avait sa totale souveraineté, malgré que ce pays-là n'a pas d'armée. Là, il y a eu la faillite du système bancaire islandais. Les Islandais, en l'espace de 2 ans, ils ont tout récupéré. L'Islande était menacée de faillite, malgré une politique de rigueur un peu trop rigoureuse, mais malgré tout, l'Islande, parce qu'elle possédait l'entièreté de sa souveraineté, est redevenu un pays prospère. Et regardez qu'est-ce qu'on fait subir à la Grèce. La Grèce est en train de se faire littéralement éradiquer. Là. On est en train de raser complètement la Grèce. Puis le pays va sombrer dans la pauvreté la plus totale, bien avant, une pauvreté encore pire qui existait en Grèce avant l'entrée dans l'Union européenne. C'est là que les questions de souveraineté, on doit les étudier par rapport à ça. Tu sais, des pays qui ont conservé leur souveraineté ou qui l'ont récupérée et s'en sont sortis pas trop mal. L'Islande reste encore un pays qui a un des plus forts niveaux de vie au monde, plus fort que le Canada, parce qu'ils ont pu le faire, parce qu'à un moment donné, ils avaient leur pleine souveraineté, puis ont pu imposer leurs propres mesures selon leur propre rythme. La Grèce, naturellement, lui, a totalement perdu sa souveraineté. C'est un pays qui n'existe plus, c'est un pays qui est en tutelle, puis c'est un pays qui est en voie de complète destruction. Et je pense que là-dessus, c'est des réflexions, si jamais on fait une véritable état général de la souveraineté, ou qu'on en discute ici, il faut discuter de ce genre de problème-là de façon plus approfondie. Curieusement, il n'y a personne qui a voulu en parler. Pire, quand on a parlé comparé la Grèce avec l'Argentine, naturellement, là, les grands experts financiers de l'Union européenne ont dit « Ah, l'Argentine, c'est épouvantable. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont récupéré leur économie et qu'ils se sont sortis de la pauvreté, mais c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Mon Dieu que c'est horrible. Ah, ils se sont mis au banc de la communauté financière. » Naturellement, les gens, ils lisent ça, puis tu sais, malgré les résultats concrets, malgré que l'Argentine a eu des problèmes en 2007, ils ont quand même un taux de croissance économique qui se situe à peu près dans les 6 et 7 %. La Grèce est condamnée à reculer, à perdre du PNB pour les 10 prochaines années à venir. Et ça, c'est des points de réflexion qu'il faut absolument faire. Tant qu'à parler, il faudrait qu'on parle d'affaires comme ça. Bon. Bravo! Thierry Vincent qui revient. Je vais essayer de répondre à quelques points dont je veux me souvenir. Oui, il faut, je vais prendre le plus récent, oui, il faut approfondir ces questions-là, mais il faut avoir des gens
qui sont au courant de ces questions-là et qui peuvent en parler en connaissant les chiffres, en ayant la matière. Et on va inviter des gens qui possèdent beaucoup certains sujets à venir s'exprimer à la vigile. C'est un des points qu'on va essayer de développer pour justement qu'on apprenne tous de ces affaires-là et qu'on accumule des exemples et qu'on accumule des informations. Parce que une chose aussi pour... je lis plein de points en vitesse, là, le citoyen qui doit réapproprier le pouvoir doit aussi s'approprier du savoir. Et ça, c'est un truc primordial. Il faut qu'on accumule de l'information, il faut qu'on accumule des connaissances, il faut qu'on accumule des techniques. On est lobotomisé. Je veux dire, on est tous, je pense, intelligents dans nos façons de faire, mais on a tous un champ de compétences plutôt restreint. Et je m'inclus en grand là-dedans. Moi, il y a plein de choses que je connais dans un domaine très, très précis, que vous connaissez pas. Puis moi, je les connais, haha, mais tout le reste, je ne connais rien. Je suis un ignare total. Donc, bon, j'aimerais qu'il y ait des échanges et que plein de gens m'apprennent des choses et que, oh mon Dieu, je savais pas ça, j'accumule du savoir, des données. Donc, ce truc-là, qui est un travail à moyen terme, si on veut, est un travail très important. Pour revenir aux médias d'information, la question du média, malheureusement, mais on a l'heureusement, malheureusement, c'est une question d'argent beaucoup. Heureusement, il y a les médias sociaux. Et heureusement, il y a une solution qui peut être une web télé. Et j'avais entendu dire que des gens de Cap sur l'Indépendance voulaient développer une web télé. Donc, une web télé, ça peut être une solution. Des radios sur Internet aussi, ça peut être des solutions. Mais une web télé, entre autres, qui donne un cours sur l'histoire du Québec, qui donne des informations et toutes sortes de choses, ça peut être très intéressant. Et là, il y avait d'autres points, mais malheureusement, je les ai oubliés, je vais vous prendre note. Donc, je vais finir là-dessus. Moi, je suis indépendantiste parce que je considère qu'on est en esclavage. C'est bête de même, et que le devoir de tout prisonnier, et on est en esclavage dans nos têtes, et nos chaînes sont invisibles. Beaucoup les trouvent très confortables. Nos cages sont dorées, sont capitonnées, sont douces, mais ce sont des cages. Et je pense que la situation qu'on subit, dont parle Réal, de se faire traiter dans une autre langue, dans des commerces, est une situation qui, dans un pays normal, est considérée comme totalement inacceptable. Et il n'y a pas un pays normal où quelqu'un viendrait te parler dans une langue étrangère, te servir dans une langue étrangère en échange de ton argent, et que la personne ne se ferait pas rentrer dans le mur. Je veux dire, oui, il faut pas tomber dans la violence, tomber dans l'affaire, mais il y a des choses où on devrait avoir ça devrait être épidermique et on devrait même pas considérer que c'est envisageable que ces situations-là existent. Mais malheureusement, on est habitué, on est né dans un système comme ça et c'est des choses dans lesquelles on a grandi. Mais il faut casser ce conditionnement-là et donc je considère que le devoir de tout prisonnier, c'est de s'échapper, c'est de se libérer et je suis par principe contre l'oppression. L'oppression qui nous domine, nous, mais toutes les oppressions. Et ça, je l'ai dit il y a longtemps, une vigile ici, on est dans une situation où on connaît les deux côtés de la clôture. Et je pense qu'il faut commencer à se rendre compte qu'on est oppresseur aussi, qu'on a des ramifications dans d'autres pays, qu'on influence des oppressions un peu partout. Bombardier, Fière Compagnie québécoise, aide à la colonisation du Tibet et l'éradication de la société tibétaine. Je veux dire, il faut être conscient de ces choses-là. Être conscient, je le redis, je vais le redire, et tout ça, je vais vous faire sonner les oreilles avec ça. On est responsable de ce qui arrive aux Autochtones ici sur le territoire. Et on est des oppresseurs, mais on est des opprimés aussi. On connaît les deux côtés. Il faut explorer ces mécanismes-là et s'il y a un objectif que le Québec peut, un objectif que le Québec peut avoir sur un plan mondial, c'est de se battre contre ces oppressions-là partout dans le monde. Pour répondre à la question des francophones hors Québec, les francophones hors Québec, on les défendra en tant que communauté dans leur coin quand on sera libre de faire ça. Et si on se donne ça comme mission et comme raison d'être, que le Québec soit un endroit où, partout dans le monde, on aide les communautés qui sont écrabouillées par d'autres à se tenir debout et à s'aider. Et ça peut être une mission mondiale qu'on se donne. Et le dernier truc, qui est une question plus générale, il y a à peu près 3000 et quelques langues, donc modes de pensée qui existent dans le monde. On en perd 1 ou 2 ans. Ça, au niveau mondial, et ça, on est juste un être humain et c'est censé nous scandaliser. L'esprit humain, dans sa globalité, est en train de s'amenuiser, tranquillement. Chaque fois qu'on perd une langue, chaque fois qu'on perd une façon de voir les choses et tout, on s'amenuise et on est en train de se robotiser. Quand il y aura une seule langue mondiale, on va être pas mal plus épais que maintenant
qu'on en parle à peu près 3000 et qu'on a accès à toutes sortes de modes de pensée auxquels on n'aura pas accès quand on va être des robots qui vont parler juste anglais ou juste mandarin ou juste n'importe quoi, même juste français. Toute langue unique et toute unicité est criminelle. Il faut viser à sauver tout ce qu'on peut sauver et dans un deuxième temps, on développera d'autres langues et on affinera l'esprit humain et on développera les choses. Mais ça, c'est des objectifs à long terme, c'est des objectifs transcendants. L'indépendance du Québec est nécessaire. On a un rôle à jouer sur le plan mondial, on ne le joue pas. Il y a quelque chose de criminel dans notre confort du divan et le fait qu'on reste là et qu'on se dise bah, ça m'intéresse pas de me prendre en main puis d'aller de l'avant et de faire quelque chose. On a une responsabilité au niveau de notre culture, mais cette culture-là a une responsabilité au niveau de la planète entière. Merci. Bon, ben, c'est mieux. Ah, ben, tu sais, dernier tour. C'est mieux après. Faut, je lisais dans le journal, nous sommes à la veille du 11 septembre, et je lisais dans le journal, dernièrement, que Ottawa a dépensé aussi de notre argent depuis le 11 septembre, 92 milliards, pas millions, milliards supplémentaires en sécurité. Tout ça pour nous assurer d'être en paix et d'être pas menacés. 92 milliards supplémentaires. Ça veut dire que si vous portez, si vous faites la population du Québec, à travers le Canada, entre 20 à 25 mettons 20 pour être... conservateur. Ouais, pour être un peu, disons... conservateur, oui, exactement, conservateur. J'avais pas entendu, mais bon, c'est conservateur. Eh bien, calculé, hein, ça fait tout près de, donnant 1000, 18 millions. Milliards. Pas 18 milliards, ça fait 20. Ouais, ça fait 18 milliards de vos impôts, de vos taxes, qui s'en vont dans des projets que bien souvent, on ne sait pas la couleur ni la forme de ces projets-là qui sont pour notre sécurité, soi-disant, pour nous protéger. Alors que dans un Québec indépendant, ce que nous pourrions faire avec tout cet argent-là, ben on en aurait plus pour de l'éducation, de la santé, des programmes sociaux, mais il pourrait y avoir une partie dans des programmes humanitaires pour aider des populations aux prises avec la médiocrité, l'ignorance et la pauvreté. Ce qui aiderait pas mal beaucoup la sécurité dans le monde. Merci. À moins que je me trompe, puis ça fait 2 heures qu'on est là, donc effectivement, je vais clore la vigile. Petit message qu'on m'a remis hier à la cérémonie pour la remise du prix à l'Ocolocas. Bon, il va y avoir une opération radio, une manifestation pour la musique en français, mercredi le 14 septembre 2011 à midi, devant la station de radio Séquoia, au 800 rue de la Gauchetière-Ouest, Métro Square Victoria. Donc, ceux que ça intéresse, je profite de la tribune pour retransmettre encore l'information. C'est ça. Aussi, on a une déclaration qu'on lit à la fin de chaque vigile, sur laquelle on discute en ce moment, et puis bon, on n'a pas pris le temps d'en discuter cette fois-ci, on le discutera la semaine prochaine ou d'autres semaines, mais je vais la lire, question qu'on assure une continuité là-dessus. Et ce qui est discuté, en fait, c'est que la vigile était là au départ, a été lancée par Sébastien Ricard et Pierre Laval-Pinault pour destituer Charest. Des gens trouvent que destituer, c'est plus ou moins réaliste. Des gens embarquent pas dans la vigile à cause du mot, en plus. Et la question, c'est est-ce que la vigile peut pas servir plus à quelque chose sur le fait que ça serve de tribune pour que les citoyens enfin se parlent et enfin se rencontrent. Mais je vous lis la déclaration telle qu'elle était à l'origine. Déclaration. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire. Les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de les destituer.
Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Et je me permets une dernière note avant qu'on finisse. Dans 2 semaines, officiellement, ça va être la 26e vigile. Donc, ça va faire 6 mois qu'on est là. Je lance une invitation à tous ceux qui suivent sur Internet et tous ceux qui sont ici aussi. Ce serait bien que tous ceux qui sont venus, ne serait-ce qu'une ou 2 fois, reviennent pour la 26e. Ce serait bien de marquer le coup un petit peu et qu'on soit, pour une fois, nombreux. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine.